Alors, monsieur le maire, cher Pierre, madame l'adjointe, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, il y a les membres aussi de l'Assemblée Adiaduentu qui sont venus en force. Je salue également la présence de plusieurs fonctionnaires de différentes administrations qui sont là, donc administration d'État ou de la collectivité. Et puis tous les citoyens, tous les Bastiais qui ont décidé de nous rejoindre ce soir. Il s'agit, comme vous le savez, pour ceux qui sont maintenant devenus des habitués de nos conférences, il s'agit d'une conférence qui s'inscrit dans un cycle plus large, lui-même adossé à un projet de l'Assemblée de Corse qui s'intitule Corsica Prospettiva 2050, c'est-à-dire une analyse prospective que nous menons pour essayer de comprendre ce que pourrait être, je dis bien, ce n'est pas de la voyance, hein, je vous rassure, c'est véritablement de l'analyse prospective pour comprendre ce que pourrait être la Corse, à quoi elle pourrait ressembler en 2050, c'est-à-dire dans une génération. Et je suis vraiment très heureuse ce soir de vous accueillir ici avec des invités prestigieux avec lesquels on va passer un bon moment. Mais je suis en particulier très heureuse qu'il y ait beaucoup de jeunes et je les remercie parce que nous sommes en 2025. Ils ont, pour ceux que je connais, entre 20 et 25 ans, un peu plus peut-être, on va dire, les seuils et les bornes de l'OCDE en matière de jeunesse, ce que nous ne sommes plus, bien sûr. Donc, et dans 25 ans, donc, ils auront la cinquantaine, voilà. Ils auront la cinquantaine et c'est eux qui peut-être seront à ma place, en tout cas, c'est eux qui seront en responsabilité. Et ces jeunes en Corse sont peu nombreux. Voilà, je le disais hier avec mes étudiants de l'IUT, et ça pourrait être confirmé par monsieur le directeur de l'INSEE qui est à ma gauche, la classe d'âge des 17-25 ans, ça représente actuellement 7% de la population. Donc, si des Beramente et Bog, vous êtes peu nombreux. Et ce projet, il est pour vous. Voilà. Et ce projet, il consiste en fait en la création d'un laboratoire de prospective au sein de l'Assemblée de Corse, auquel nous avons associé des personnalités qualifiées, des élus, bien sûr, de tous les groupes politiques, mais également des experts et des membres de l'exécutif, évidemment. Ce travail prospectif, il s'appuie d'abord sur un diagnostic territorial et social que nous avons réalisé il y a quelques mois. À partir de ce temps zéro, nous sommes en train de monter une analyse systémique de ce qu'est la Corse et de la façon, ensuite, en créant des différents scénarios, de la façon dont la Corse pourrait suivre certaines trajectoires, ou plutôt telle trajectoire, plutôt telle autre, en fonction aussi de grands enjeux. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul au monde, même si des fois on le croit, trop souvent dans ce pays. Nous sommes, et on le voit bien, soumis à des tendances globales. D'abord, celle du changement climatique, bien sûr, qui nous impacte. Et nous avions consacré une conférence à l'impact du changement climatique en Corse. Il y a également les questions de géopolitique qui aujourd'hui sont très prégnantes. Alors, on est loin des États-Unis, nous, apparemment, et on est loin également de l'Ukraine ou du Proche-Orient, mais bien évidemment, cela impacte notre vie de tous les jours, et nous l'avons vu notamment pour nos PME lorsqu'il y a eu de l'inflation, en particulier sur les intrants, sur les matières premières. Donc, la géopolitique mondiale, européenne, méditerranéenne, évidemment, impacte notre quotidien et l'impactera dans les années à venir. Et puis des mutations économiques, des mutations d'ordre social, démographique. Nous avions tenu une conférence particulièrement intéressante avec M. Bretel de l'INSEE sur la question démographique, avec un vieillissement de la population qui est important, qui pose question sur la façon dont on va travailler en Corse dans 25 ans, qui va travailler, comment, et puis tous les services de proximité qu'il faudra mettre en place. Nous avons également tenu une conférence sur la question de la santé il y a quelques semaines, une conférence sur la santé et qui était particulièrement intéressante. Donc,
un travail à la fois, je dirais, en chambre, une caméra, avec des experts, avec des modélisations, et puis une volonté de partager ces informations avec les acteurs du territoire, avec la population, dans un souci de diffusion de connaissances, d'une part. Je suis partageuse, donc je ne veux pas parler toute seule avec les experts en permanence. C'est important que vous les entendiez. Et puis également une volonté très forte de co-construction. Et dans ce travail que nous réalisons, j'ai omis de dire que le Conseil économique et social et culturel et environnemental de Corse est présent et l'Assemblée di Adjuintu aussi. Donc, à la fois un travail en laboratoire, entre guillemets, et un travail de médiation, de diffusion, de vulgarisation, qui permet à chaque citoyen, quel qu'il soit, de comprendre les enjeux des évolutions à venir, les opportunités, mais aussi les risques et les contraintes auxquelles nous allons être confrontés dans le futur. Alors, ce soir, le sujet est plus qu'important. Il concerne la pauvreté, j'ai envie de dire les pauvretés, certains me corrigeront peut-être, les inégalités, la question de la précarité. Je ne vais pas, moi, faire le diagnostic ici de ce sujet. Il y a d'éminents spécialistes autour de cette table. Mais vous savez déjà qu'il y a un chiffre que nous ressassons, nous répétons à l'envi et qui est devenu une habitude, mais qui en même temps doit nous interpeller à chaque fois que nous le prononçons. Un Corse sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Dernièrement, un groupe politique et particulièrement composé de jeunes s'est inquiété aussi de la pauvreté des enfants. En Corse, il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans des situations critiques ou à la lisière de situations critiques, ce qui va donner probablement des adultes qui vont être en difficulté très prochainement, sans faire Madame Soleil. Malheureusement, je voudrais me tromper, mais tout cela n'est pas de bon augure. Donc, ces chiffres-là, ils vont nous être présentés plus largement et détaillés aussi par l'INSEE de Corse, que nous avons voulu associer à cette conférence. Et au-delà des chiffres, il y a un véritable enjeu sociétal parce que, au-delà du fait que je suis une scientifique et surtout une responsable politique, détourner le regard non seulement des chiffres, mais surtout d'une réalité sociale que nous avons au pied de chez nous, en face de chez nous, dans l'immeuble d'en face, sur le palier ou à l'étage d'au-dessus, c'est du déni. Et le déni sur le plan social, je pense que ça peut provoquer des bombes à retardement sur le plan social, mais aussi économique, mais aussi sur le plan des libertés, de la capacité à s'émanciper, qui peuvent être encore plus violentes lorsqu'elles exploseront. Je crois que parce que nous n'avons pas regardé cela, y compris en France, pendant des décennies, et bien maintenant on constate ce qui se passe dans les banlieues. Et lorsque nous sommes confrontés aussi, comme il y a peu de temps, à des décès de jeunes, des assassinats en particulier, c'est parce qu'on a un terreau et un terrain favorable aujourd'hui au commerce illicite, au développement des bandes mafieuses. Et indiscutablement, c'est parce qu'on n'a pas forcément prêté attention autant qu'il le fallait de manière générale, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sur le terrain tous les jours de l'année, dimanche et vacances comprises, pour aider les personnes en difficulté. Donc, dans un exercice prospectif, on avait besoin de connaître, la situation d'aujourd'hui et essayer de se projeter un peu, qu'est-ce que ça peut donner en matière d'inégalité dans quelques années et en matière de pauvreté. J'ai retenu une expression de mon voisin de droite que je n'ai pas encore présentée et je vais le faire dans un instant, des personnes qui ont un avenir qui est confisqué, c'est-à-dire qui n'ont même plus d'avenir. Et ça, c'est assez terrible de se le dire lorsqu'on travaille avec des jeunes, et c'est insupportable, je le dis de manière très franche et très directe. Alors, nos invités, j'ai trop parlé, nos invités à ma droite, à qui je viens d'emprunter le titre d'un de ces papiers et ouvrages. Donc, nous sommes en présence de Nicolas Duvou, qui est un sociologue, un éminent
sociologue, un professeur des universités, l'Université Saint-Denis à Paris, et qui a une responsabilité également, qui est président du Comité national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le terrible mot d'exclusion, mais ça couvre aussi une réalité. Je tiens à le remercier particulièrement d'être avec nous parce qu'il a un emploi du temps très très chargé lui aussi, et je le remercie infiniment de sa présence. À ma gauche, j'en ai déjà parlé, le directeur de l'INSEE, M. Basso, qui nous fera un point plus statistique, mais c'est normal, hein, c'est son travail. La production de statistiques, c'est son travail. Et il nous présentera quelle est la situation aujourd'hui, qui est une situation qui ne tient pas uniquement à un taux de pauvreté. La pauvreté, elle est multidimensionnelle, les inégalités aussi. Et donc, il faut avoir toute une fourchette d'indicateurs pour bien comprendre ce qui se passe. Et puis, enfin, le dernier qui est présenté, mais que vous connaissez tous, c'est le local de l'étape. C'est le docteur François Pernin, qu'on ne présente pas ici. J'ai envie de dire, c'est l'homme de terrain. C'est l'homme de savoir, mais c'est aussi l'homme de terrain. C'est celui qui soigne différents maux depuis maintenant des décennies et qui connaît plus que quiconque quelle est la situation. Nous avons beaucoup échangé ensemble pendant plusieurs années et nous nous croisons trop peu, je trouve. Nous nous croisons, mais quand même de temps en temps, dans le cadre de différentes manifestations traitant de ce sujet. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Le principe général, vous le connaissez. Donc nous allons partir, comme à l'accoutumée, du global, si j'ose dire, donc du macro, de la situation globale avec les éléments d'expertise de Nicolas Duvou. Et puis ensuite, je passerai la parole à M. Basso et enfin au docteur Pernin qui nous présentera un autre aspect, évidemment, du sujet. Voilà, je vous passe tout de suite la parole. Je crois que les conditions, vous les connaissez, je ne les rappelle pas. Voilà, merci, parfait. Merci infiniment, Madame la Présidente. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un très grand, donc je vais mettre le minuteur. Voilà, c'était ça les conditions de respecter le temps. Donc, merci infiniment pour votre invitation. Je suis très heureux, alors à la fois à titre personnel, d'être parmi vous pour partager des connaissances, partager des analyses, mais aussi au titre de l'institution que vous avez évoquée, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, qui est un des hauts conseils rattachés au Premier ministre, et qui est composé de la société civile organisée, mais aussi pour moitié de personnes qui connaissent directement les situations de pauvreté et de l'exclusion, donc qui essayent d'élaborer une connaissance qui soit fidèle au vécu des situations et donc de rendre la parole à des personnes qui, bien souvent, en ont été dépossédées ou en sont dépourvues dans la vie sociale ordinaire. Donc c'est vraiment d'aiguiller les pouvoirs publics avec l'énergie de cette parole qui vient du terrain. Donc, je voudrais commencer la conférence en évoquant voilà, juste le plan. Je vais faire trois séries de réflexions dans le temps qui m'a été imparti. Quelques rappels sur les définitions et les réalités de la pauvreté pour savoir exactement de quoi on parle. Et je parlerai exactement, même si c'est à un niveau national, le langage qui sera décliné par l'INSEE ensuite au niveau de la région de Corse. C'est important parce que véritablement, les données, les indicateurs de l'INSEE constituent par leur indépendance, par leur qualité, un référent pour notre société, pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre tant soit peu de choses à la pauvreté en France aujourd'hui. Ensuite, j'évoquerai des travaux plus personnels, vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, des travaux plus personnels sur le ressenti de la pauvreté. Je voudrais essayer de pousser un petit peu plus loin la compréhension du phénomène en m'intéressant à l'analyse de ce que les gens disent de leur propre situation dans des méthodes à la fois quantitatives par des statistiques, mais aussi par des méthodes plus qualitatives qu'on peut avoir dans le cadre d'entretiens, d'observations que les sociologues pratiquent parfois. Et puis, dans la dernière séquence, je voudrais essayer d'ouvrir un peu le regard à la fois vers le futur et à la fois vers des questions d'action publique en évoquant
la démarche d'un rapport que le CNLE a fait sur la question de la transition écologique et de sa relation avec la lutte contre la pauvreté et la lutte contre les inégalités. Avec au fond l'idée, et je voudrais commencer par là à titre d'élément de diagnostic global avant de faire un zoom sur la pauvreté en tant que telle, de dire que si on regarde les inégalités au niveau global de la planète, on assiste à des mouvements extrêmement forts depuis 30 ou 40 ans. Et je voudrais dire que c'est des mouvements qui mettent sous tension les populations qui vivent dans les pays industriels avancés comme le nôtre, comme ceux de l'Europe ou comme les États-Unis, dont on voit les turbulences aujourd'hui politiques. Et pourquoi ces évolutions en termes d'inégalité, elles mettent ces populations sous tension? Parce que ce qui s'est passé depuis 3 ou 4 décennies, depuis l'ouverture de la mondialisation, c'est que des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté, en Asie du Sud principalement, en Chine et à un moindre degré en Inde, et que d'infimes parties de la population très riche, dans les pays émergents, mais aussi dans nos pays, ont connu un enrichissement absolument faramineux grâce à des progrès techniques, grâce aussi à l'importance des rentes énergétiques. Bref, vous avez 2 catégories de vainqueurs de la mondialisation. Les pauvres des pays pauvres, qui sont sortis de la misère traditionnelle, et puis les super riches à l'échelle de la planète, qui se sont enrichis beaucoup plus rapidement que le reste de la population. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les classes moyennes et les classes populaires des pays du Nord industriel sont en quelque sorte les perdants relatifs de la mondialisation. Même si leur niveau de vie a pu s'améliorer, en fait, la situation relative est plus dégradée. Et ça, c'est vraiment un point de tension qui explique, je crois, beaucoup des formes de fermeture à laquelle on assiste aujourd'hui dans différents pays et sur lesquels nous sommes là pour proposer des analyses. Deuxième élément de contexte et qui expliquera surtout la dernière partie et pourquoi le CNLE s'est saisi de la question environnementale, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a en France une forme de lassitude par rapport à cette nécessité absolue que vous avez évoquée, Madame la Présidente, de lutter contre la pauvreté et de maintenir un filet de sécurité qui soit une forme de solidarité nationale acceptée. On a beaucoup de réformes, beaucoup de discours qui mettent en avant plutôt la responsabilité individuelle. Alors, il ne faut pas dire que les gens n'ont pas de responsabilité du tout, bien sûr, mais je crois qu'il faut quand même maintenir l'idée que le sort ou le destin de l'ensemble de la société, et en particulier des plus modestes, sont largement le fait de l'organisation sociale en tant que telle. Et donc, c'est à partir de celle-ci qu'il faut réfléchir à la construction d'une société qui, si vous me permettez l'expression, embarque tout le monde vers les enjeux du XXIe siècle. Donc ça, c'est les 2 remarques liminaires que je voulais faire en ouverture. Et puis, je vais entrer dans le premier temps, où je vais aller assez vite, parce qu'au fond, ce sont des choses qui sont un peu bien connues, mais qui surtout sont des formes d'éléments voilà, alors, de référence. Je pense que beaucoup de choses, c'est un peu aride, et donc je m'en excuse par avance, mais c'est aussi un enjeu très important de définition. Si vous me demandez de dire en une phrase qu'est la pauvreté, je ne pourrais pas le faire. D'abord, par aussi un souci éthique de ne pas parler à la place des personnes, mais même si je laisse de côté cette question-là, je dirais que la pauvreté, elle a plusieurs définitions aujourd'hui et qui sont toutes intéressantes. Toutes intéressantes parce qu'elles nous donnent tout accès à une facette du phénomène et on ne peut pas prétendre le comprendre, le circonscrire simplement avec une information. Et je pense que c'est très important d'avoir à l'esprit qu'on a en France, en tout cas, quatre définitions possibles. Je laisse de côté la dimension absolue qui est plutôt utilisée pour les pays en développement, ou aux États-Unis d'ailleurs, mais bon, ça c'est un parallèle sur lequel on pourra discuter, et prendre les 2 premières mesures, parce que c'est celles qui vont être mobilisées par l'INSEE tout à l'heure au sujet de la Corse. On raisonne en France souvent, le plus souvent, à partir d'une définition monétaire et relative de la pauvreté. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on compte le niveau de vie des gens, première chose,
donc leurs revenus et puis aussi la manière dont leur famille, leur ménage est composé. Et puis, on regarde quelle est la partie de la population qui vit en dessous de 60% du niveau de vie médian de la population. Donc, pour une personne seule, en 2023, c'est 1 200 € par mois à peu près. Et c'est une information qui est très importante, mais qui est avant tout un indicateur d'inégalité. Ça nous donne une vision de la manière dont une partie de la population est trop en dessous du panier de vie, du panier de consommation moyen qui est autorisé par un certain niveau de revenu. Et donc c'est une information extrêmement importante, et c'est celle qu'on retient en général. En France, c'est 14,5% des Français qui vivent dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur à 1 200 € par mois pour une personne seule, et puis après on aligne. Mais c'est vraiment un indicateur, et ça c'est très important de l'avoir à l'esprit, un indicateur d'inégalité, qui nous donne à voir quelle est la partie de la population qui décroche. Ensuite, l'INSEE est bien consciente de cette limite de son indicateur principal, a développé ce qu'on appelle un indicateur de privation matérielle et sociale. Des choses de base, est-ce qu'on peut chauffer son logement ? Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu de viande, de protéines à mettre dans son assiette ? Est-ce qu'on peut partir en vacances, etc. Et on mesure une partie de la population qui est exposée à un ensemble de ces privations de la vie quotidienne, pour essayer de mesurer qui est vraiment frappé par des choses très concrètes. Et là, on arrive à peu près à un Français sur 7 aussi, 13%. Et donc, ça nous donne une information qui est du même ordre de grandeur, mais sauf que ce n'est pas exactement les mêmes personnes qui sont concernées par l'une et l'autre des formes de pauvreté. Ça veut dire que déjà, si vous raisonnez juste avec ces deux informations, vous pouvez dire plein de choses. Vous pouvez dire qu'il y a environ 5% des Français qui sont concernés par tous les types de pauvreté monétaire et en conditions de vie en même temps. Et que si vous vous dites, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est plutôt un Français sur 5. Et donc, en fait, vous pouvez varier la partie de la population et raisonner en termes de noyau dur ou de halo de la pauvreté. Et ça, première chose. Deuxième chose, ce sont des chiffres, ils sont très importants, mais il faut faire aussi très attention parce que on va raisonner 60% du niveau de vie médian. Si je retiens 50% du niveau de vie médian, ben je divise par 2 le nombre de pauvres. Donc l'information que je donne au pouvoir public, elle est très différente, évidemment. Et dernier point là-dessus, et qui est aussi extrêmement important, et ce n'est pas une critique du tout, hein, parce que, encore une fois, tout ça, c'est bien connu, mais l'idée, c'est qu'on raisonne là-dessus, ces chiffres, 14%, 15% des Français, c'est les ménages qui vivent en logement ordinaire. Ça veut dire ne sont pas compris là-dedans les sans domicile fixe, les sans-abri, une partie des étudiants, les personnes qui vivent dans des établissements, etc. Ça veut dire qu'on a vraiment des données d'ensemble qui nous donnent une représentation des grandes masses et des écarts à l'intérieur de la population, pour le dire vite. Et donc c'est très utile, c'est fondamental, mais ça peut être complété par 2 autres types d'informations qui sont tout aussi importantes. Je vais aller tout à votre droite, la dimension institutionnelle de la pauvreté. Ça, c'est quelque chose sur lequel les sociologues sont extrêmement vigilants. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée que la pauvreté, ce n'est pas simplement un écart avec les autres, que c'est aussi le marquage par un statut. Et être pauvre, dans ce cas-là, ça veut dire, par exemple, être allocataire du RSA. Être allocataire du RSA, aujourd'hui en France, c'est une forme de pauvreté qui est créée par un statut institutionnel. Et bien souvent, ça se retraduit dans les quartiers, dans l'esprit des gens, par le fait d'être un cassos, quelque chose qui est rejeté par la population, qui est souvent désigné de manière extrêmement méprisante, et parfois par des responsables politiques, il faut le dire et le regretter, parce qu'il y a une dimension très symbolique. C'est votre image en tant que personne qui est affectée par le caractère dégradé du statut que vous avez. Si vous êtes salarié, si vous êtes chef d'entreprise, votre statut il est plutôt valorisant. Si vous êtes assisté, c'est ça le terme qui fait mal, eh bien évidemment, le statut que la société vous confère, c'est un statut qui est extrêmement dégradé, dévalorisant, et je pense que ça joue un rôle très très important dans la construction des réalités dans notre société.
Et puis, il y a un dernier élément, une dernière information sur laquelle je voudrais insister, ce sera le deuxième temps de la présentation, sur qu'est-ce que nous apprennent les autodéclarations des gens sur leur situation. Qu'on soit assisté ou pas, qu'on soit pauvre selon l'INSEE, selon l'un ou l'autre indicateur ou pas, si je dis « moi, je suis pauvre », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous apprend? Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Le taux, il est un peu plus haut, c'est 20% des Français qui se disent pauvres, comparé à 14% qui sont pauvres selon l'INSEE. Mais surtout, et j'y reviendrai tout à l'heure, ce n'est pas exactement les mêmes et ça nous dit quelque chose d'autre. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps sur cette slide, mais je pense que c'est très important d'avoir à l'esprit l'ensemble des facettes du phénomène qu'aucune recherche, aucune institution ne peut prétendre circonscrire, parce qu'évidemment, ça touche la vie des gens et ça touche la possibilité d'exister, de faire des choses dans une société donnée. Et évidemment, ça touche à des choses extrêmement intimes en même temps que très sociales. Alors, quelques repères de base pour continuer à avancer. Et là, c'est vraiment quelques chiffres que je vais aller très vite parce que l'INSEE détaillera dans une vision beaucoup plus précise et localisée. Mais dire que d'abord, la pauvreté, ça touche majoritairement des chômeurs, des inactifs et des enfants. On vit dans une société où la pauvreté, et ça en termes de prospective, c'est quelque chose qui est fondamental. 20% en France des enfants vivent dans des ménages pauvres. Ça veut dire que vous avez une concentration de la pauvreté aujourd'hui sur la jeunesse, sur les enfants, qui est extrêmement forte. Et évidemment, on vit dans une société salariale, une société industrielle. Le chômage est un prédicteur extrêmement fort de la pauvreté. Deuxième information de base, c'est que la composition familiale joue beaucoup. La famille protège, mais pas tout le temps et pas sous toutes ses formes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous regardez qui est pauvre, non plus par le statut d'emploi, mais par la composition familiale, on vit dans des sociétés où les familles monoparentales sont particulièrement exposées à la pauvreté parce qu'elles sont finalement à la croisée de toutes les fragilités économiques, les fragilités de la sphère privée que notre société a beaucoup de mal à protéger à la hauteur des enjeux. Et les familles nombreuses sont aussi plus exposées que les autres catégories de ménages à la pauvreté. Alors, voilà. À l'échelle territoriale, ça se traduit par de fortes concentrations de la pauvreté dans un ensemble de régions, dans le nord, dans le nord-est parisien, en PACA, en Corse aussi, ça sera dit tout à l'heure. L'île est très exposée à ces différentes formes de pauvreté, ça sera démontré tout à l'heure. Deux derniers critères importants à avoir à l'esprit. Le premier, c'est l'importance, notamment quand on va raisonner sur des formes de privation, d'avoir à l'esprit qu'il y a des pauvretés qui sont extrêmement différentes selon l'aire urbaine dans laquelle on se trouve. Dans des zones rurales, on voit une progression très forte des privations, qui sont liées aux contraintes de mobilité, aux contraintes d'énergie par exemple. Mais il faut garder à l'esprit que la pauvreté en France, dans ces grandes lignes, c'est quand même plutôt aujourd'hui un phénomène urbain et très urbain de ville-centre. Et donc, pour les responsables publics, ce n'est pas une équation évidente parce qu'il faut s'adresser à des quartiers très denses en zone urbaine sans délaisser les personnes qui vivent dans des zones rurales peu denses. Donc, il faut tenir vraiment les deux bouts d'une équation qui est sociale et territoriale. Et puis, j'avance. Vous avez évoqué l'importance du terme d'exclusion, parce que tout ça, ces formes de pauvreté, finalement, elles sont mesurées, elles sont construites par des experts, mais les gens disent des choses. Et moi, je voudrais saluer vraiment l'amélioration. Alors, ça ne résout pas la vie des gens, j'en suis complètement conscient, mais néanmoins, il y a chez les chercheurs, dans la statistique, vraiment des progrès qui sont faits pour se rapprocher des contraintes qui sont vécues par les gens et donner au pouvoir public la vision la plus exacte, par exemple, de ce sentiment d'exclusion. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est l'exposition beaucoup plus forte
des personnes qui sont en situation de privation matérielle et sociale, donc qui cumulent un certain nombre de difficultés concrètes de la vie quotidienne, elles se sentent beaucoup plus fortement exclues, comme l'INSEE le montre. Et je dirais, c'est très important de comprendre, ce n'est pas simplement des mesures en extériorité qu'il faut faire, c'est d'arriver à se dire, il y a des choses qui sont extérieures, des formes de consommation, des niveaux de vie, qui ont des effets sur la manière dont les gens vivent en société, se représentent leur place dans un ensemble. Et quand ils disent qu'elles se sentent exclues, ça veut dire qu'elles n'ont plus leur place dans cet ensemble. Et donc, il y a vraiment une urgence à adresser ces questions qui sont les déterminants, en quelque sorte, de l'impossibilité de faire partie de la société de manière générale. Et d'autant plus, et là je vais entrer dans le deuxième temps de la présentation, en soulignant un paradoxe qui, moi, si on dézoome un tout petit peu sur la question de pauvreté et d'inégalité, et que vous parlez à des gens qui ne sont pas français, par exemple, ils vous renvoient toujours à ça, et beaucoup de nos responsables politiques le font aussi, en disant, regardez cette image, ces deux images, elles nous racontent deux histoires complètement différentes sur le pays. Si on regarde à l'échelle de 50 ans, la pauvreté, elle a énormément diminué. Les inégalités ont énormément diminué. C'est les chiffres de l'INSEE, hein, donc si jamais ils sont faux, je serai contredit dans quelques minutes. C'est un gage de sécurité du discours. Les inégalités et la pauvreté diminuent de manière massive depuis un demi-siècle. Et pourtant, on vit dans une société dans laquelle il y a une colère, il y a une frustration, une insatisfaction extrêmement forte. Et bien souvent, quand on a deux visions aussi contrastées de la réalité, la tendance spontanée, c'est de dire ouais, les Français sont des enfants gâtés qui ne comprennent pas à quel point ils vivent dans une société qui leur offre la plus grande partie du bonheur de l'humanité. Il y a un écrivain médiatique, Sylvain Tesson, qui a écrit un jour que les Français vivent au paradis, image de gauche, et se croient en enfer, image de droite. Et c'est vraiment un élément de la rationalité d'une partie de nos gouvernants, qui consiste à dire, en réalité, la difficulté exprimée par les Français n'a pas lieu d'être dans la réalité. Et je crois qu'à contrario, beaucoup d'analyses, celles de l'INSEE, d'autres organismes, j'essaye d'y apporter ma petite pierre, se disent on va prendre cette colère, cette frustration, et on va en faire un aiguillon de la connaissance. Et par exemple, au cours des dernières années, beaucoup de travail a été fait pour dire, d'accord, 15% des Français sont en situation de pauvreté. Mais si maintenant, dans leurs revenus, j'enlève le logement, j'enlève la facture de téléphone, j'enlève la facture d'électricité, j'enlève la facture de gaz, etc. L'argent qu'ils ont vraiment à disposition, qu'est-ce que ça dit? Ça dit une réalité complètement différente, qu'on appelle les dépenses contraintes. Et en fait, les dépenses contraintes, si on les intègre dans le raisonnement, on se rend compte que ce n'est pas un Français sur 7, c'est un Français sur 3 qui est en situation de pauvreté. L'échelle change complètement et surtout la nature du phénomène change complètement. Ce n'est plus une question d'inégalité, c'est une question de déprise sur sa propre existence, d'impossibilité de construire sa vie et de se projeter. Et si vous voulez, c'est exactement ce raisonnement que j'ai essayé de conduire dans un ouvrage qui s'appelle « L'avenir confisqué » et dont la thèse se résume très simplement. La thèse se résume très simplement, c'est « dites-moi à quel horizon temporel vous pouvez vous projeter et je vous dirai quelle est votre place dans la hiérarchie sociale. » Au fond, tout en bas, vous avez des gens qui sont dans la survie quotidienne, des gens qui sont dans des contrats très courts, qui alternent des formes d'emploi très précaires, les unes après les autres. Ils se projettent de semaine en semaine, voire de jour en jour, parce que les contrats sont aujourd'hui extrêmement courts, et que ça, c'est une partie de la pauvreté, et y compris sur l'île. Les classes moyennes, elles sont salariées, elles se projettent dans le temps plus long, elles ont plus de stabilité, elles ont des crédits pour acheter leur logement, elles se projettent à 10, 20, 30 ans, et dans l'investissement sur l'éducation de leurs enfants. Et puis, vous avez tout en haut de la hiérarchie sociale des gens qui, eux,
ont accumulé des ressources très importantes et qui sont en capacité de se projeter à une échelle beaucoup plus grande et d'envisager parfois de prendre en compte le destin d'une partie de l'humanité. Regardez les millionnaires californiens ou nos milliardaires à nous qui ont des idées extrêmement arrêtées de ce que doit être le progrès et le futur de notre société. Et donc c'est une idée très simple, c'est que la pauvreté, ce n'est pas une absence de ressources. La pauvreté, c'est une impossibilité de se projeter dans l'avenir, une impossibilité de voir le futur de manière positive et qui a des effets évidemment dans la vie réelle. Et quand on s'est intéressé à la mesure du sentiment de pauvreté, qu'est-ce qu'on a découvert avec mon collègue de la DREES, donc le service statistique du ministère Santé Solidarité? On a découvert que les personnes qui se sentent pauvres sont très différentes des personnes qui sont considérées comme pauvres par les critères que j'ai évoqués avant. C'est des gens qui travaillent fondamentalement. C'est des gens qui travaillent, des employés, des ouvriers, des retraités, bref, des catégories de la population qui estiment que malgré leurs efforts, elles ne sont plus en capacité de faire face aux difficultés de la vie quotidienne, à l'augmentation des prix, etc. Et ce type de mesure a vocation à éclairer, sans rejeter encore une fois l'objectivité statistique, mais a vocation à éclairer finalement la réalité vécue et les raisons pour lesquelles, en fait, c'est un problème collectif très large auquel il faut répondre quand on s'intéresse à la pauvreté. Ce n'est pas simplement une correction du niveau de vie. Bien sûr, c'est fondamental d'assurer des ressources. Ce n'est pas simplement la satisfaction d'un certain nombre d'éléments de consommation ordinaire. Bien sûr, il faut assurer des protections pour que la santé, l'alimentation, le logement soient assurés. Mais c'est aussi fondamentalement l'idée qu'il faut parvenir à donner aux personnes, aux individus et à la société une capacité de projection positive, une capacité de projection dans un avenir qui fait sens pour elles et pour eux. Parce qu'une des choses qui nous a frappés dans ces travaux, c'est de voir à quel point des catégories qui étaient complètement en dehors des radars de la fragilité, de la pauvreté pour les pouvoirs publics pouvaient être saisies dans ce type d'indicateurs, ce type d'instruments. Et je prends juste un exemple très simple, un retraité locataire. Un retraité locataire, bien souvent, sa pension, alors là, pour le coup, la Corse est une exception, mais ça sera dit après, un retraité locataire, il va être au-dessus du seuil de pauvreté, donc il va être invisible pour les pouvoirs publics. Et pourtant, ces charges de la vie quotidienne font qu'il se sent pris en étau entre une pension dont le montant reste le même et des charges de la vie quotidienne qui l'étouffent. Et c'est exactement ça qu'on a cherché à capter par ce sentiment de pauvreté. Ce sentiment de pauvreté, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière ces mesures accès à une situation ou une condition sociale d'insécurité extrêmement diffuse, extrêmement large, qui touche des parties de la population beaucoup plus grandes que les catégories qui sont concernées par la pauvreté monétaire ou par les autres types de pauvreté, et que c'est une manière d'appréhender le phénomène qui nous invite à raisonner aux différentes échelles par lesquelles les pouvoirs publics, finalement, sont en capacité d'agir sur la situation des individus. Et je vais brièvement conclure là-dessus, en laissant peut-être les développements sur la transition écologique pour la discussion, comme j'ai largement consommé le temps qui m'était imparti. Mais l'idée clé, parce qu'elle a aussi des incidences pour accompagner ces publics vers la transition, c'est d'assurer une forme de stabilité dans un monde qui, si on raisonne sur les modes de vie des personnes en situation de pauvreté, est caractérisé par une forme d'insécurité radicale, des ancrages économiques, des ancrages familiaux, des ancrages sociaux, institutionnels au sens large. Et donc, c'est de procurer une forme de stabilité
forme de sécurité sociale. Et le terme, finalement, est très ancien, mais très bon, parce qu'il dit exactement la vocation des institutions, qui est de donner une forme de capacité de projection aux personnes qui sont les plus en difficulté. Et de ce point de vue, ça suppose évidemment de travailler sur les revenus, les enjeux économiques, mais ça suppose beaucoup plus fondamentalement de donner aux personnes, en quelque sorte, des garanties que les fondamentaux, le logement, la santé, pourront être assurés pour eux et pour leurs enfants dans lesquels ils projettent bien souvent leurs angoisses, leurs inquiétudes. Et pour conclure, je dirais que c'est vraiment fondamental d'avoir à l'esprit que ces garanties de stabilité ou de sécurité que la société a vocation à apporter, elles sont d'autant plus importantes à rappeler qu'on vit dans une société dans laquelle la pauvreté, mais comme la réussite sociale d'ailleurs, sont de plus en plus appréhendées de manière très individuelle en mettant en exergue la responsabilité des gens quand ils réussissent, mais aussi quand ils échouent. Et je pense que la valeur d'une société, elle se mesure aussi à sa capacité à assurer une place à chacune et à chacun et une dignité, quelle que soit une forme de reconnaissance, si vous voulez, quel que soit le statut économique, le statut social. Et là, il y a des choses finalement relativement simples que notre société a su construire et a su valoriser à d'autres époques et qu'il est important de retrouver et de mobiliser pour entrer dans de bonnes conditions, en tout cas dignes de nos valeurs, dans les défis du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui, au-delà des chiffres, met l'accent sur, me semble-t-il, la dimension qualitative et de l'analyse, notamment des ressentis de pauvreté, de sentiments d'exclusion qui sont de plus en plus importants, et on le voit bien, puisque les inégalités, statistiquement parlant, se sont réduites, et par contre, les gens se sentent mal. Et c'est ce sentiment d'exclusion, de fracture aussi, qui est de plus en plus prégnant, ce sentiment de déprise de l'existence qui me paraît essentiel et qui à contrario, met en valeur l'importance des ancrages, et des ancrages peut-être aussi au sein d'une communauté, au sein d'un territoire, et je crois que là-dessus on aura à discuter dans un instant. Je passe tout de suite la parole au directeur de l'INSEE, donc M. Basso, que je remercie à nouveau pour sa présence. Merci beaucoup. Je vais me lever, si ça ne vous dérange pas, parce que j'ai un certain nombre de choses à vous présenter qui sont des données statistiques, et c'est toujours bien de pouvoir les illustrer avec ce qu'on appelle un pointeur. Je remercie beaucoup notre ami sociologue d'avoir présenté tout ce qu'il a présenté, parce que l'approche de la pauvreté, nous avons un regard d'animal, de sang-froid, lorsque nous faisons des statistiques, nous regardons ça de très loin, nous faisons des moyennes, mais il y a des réalités de terrain qui sont réellement à prendre en compte, et c'est aussi pour ça que l'INSEE se tourne aussi vers le sentiment de pauvreté. Alors, la Corse est une région assez particulière sur l'Hexagone. On ne va pas parler des DOM, parce que les DOM, il y a quand même des situations de pauvreté encore plus marquées que la Corse. On est un peu plus de 18% de taux de pauvreté en Corse, donc la définition a déjà été donnée. Vous voyez qu'au niveau de la France, c'est le pourtour méditerranéen qui fait partie des zones les plus touchées par la pauvreté, et la Haute-Corse doit être le 3e département le plus pauvre de France, la Corse du Sud étant en 19e position, si je ne dis pas de bêtises. 20% de taux de pauvreté en Corse, en Haute-Corse, 16% en Corse du Sud. Ça s'explique beaucoup par le fait qu'il y a beaucoup plus d'ouvriers, de gens moins qualifiés en Haute-Corse, et que les administrations, et donc beaucoup plus de cadres, sont localisés en Corse du Sud, et notamment sur Ajaccio. On le voit ici, tout ce pourtour-là.
Parce que quand on regarde toute la plaine orientale, eh bien, c'est constitué de personnes qui ont des emplois, on l'a dit, les salariés, il y a pas mal de monde, de gens en Corse, mais ailleurs aussi, qui travaillent et qui, malgré tout, sont pauvres. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, toute la partie orientale et puis aussi le centre de Corse est assez pauvre, pour ne pas dire très pauvre. On dépasse les 26% dans l'Orient, ce qui est important. 26% de la population, 1 sur 4 qui est sous le seuil de pauvreté. On est, entre guillemets, qu'à 14% à Ajaccio, dans la moyenne nationale. Alors, qui sont voilà, la structure en fait, de la population. On voit ici, en bleu clair, c'est la France métropolitaine, et puis la France en bleu foncé. Vous avez des définitions ici des pauvres, modestes, médians, plutôt aisés et aisés. Et on peut constater que quand on regarde les pauvres, il y a plus, toute proportion gardée, de pauvres en Corse, de modestes également. Et puis, plus on avance vers le niveau de vie, plus on constate que la Corse se trouve en deçà de ce qui se fait en moyenne nationale. Le taux de pauvreté monétaire, il dépend aussi de l'âge. Et là, vous avez toujours la Corse qui est en bleu et là, la France métropolitaine en rouge. Et en règle générale, plus on est jeune, plus on est touché par la pauvreté. C'est-à-dire, avec l'âge, eh bien, petit à petit, on progresse dans la carrière, on gagne de plus en plus. Et donc, on arrive à avoir de plus en plus de revenus et donc à sortir éventuellement de la pauvreté. Et on a une caractéristique très marquée en Corse, c'est ici, les 75 ans et plus. Les 75 ans et plus, ils ont un taux de pauvreté qui avoisine les 18% contre moins de 10% au niveau national. C'est une caractéristique qui est unique. On est la seule région en France à vivre ça. On le voit aussi sur les personnes un peu moins âgées. Et ça, c'est beaucoup lié au fait qu'il y a un certain nombre de personnes, notamment des femmes, je vais y revenir, qui n'ont pas travaillé ou qui n'ont pas été déclarées tout au long de leur carrière. Et donc tout ça, ça fait qu'à la sortie, quand les gens prennent leur retraite, eh bien, ils sont aux minima sociaux, en l'occurrence le minimum vieillesse, voire au RSA. Le RSA, c'est un peu avant, le minimum vieillesse. Et donc, ils touchent des pensions de réversion de leur mari lorsque, là je parle essentiellement des femmes, lorsque leur mari décède, mais sinon la pauvreté des personnes âgées est très très marquée en Corse, c'est vraiment la caractéristique de la Corse. Et ça se traduit aussi par quoi? Là je vous ai fait un graphique sur le taux d'activité des femmes. En 1968, on est ici, 17% des femmes en âge de travailler travaillaient. 17%. C'est extrêmement faible. Vous voyez, au niveau national, on était à 45%. Donc, pour les femmes. Le taux d'activité des hommes était bien supérieur. Alors oui, il y a un rattrapage. Aujourd'hui, 2021, on est à 69%. Encore en deçà de la moyenne nationale. Mais vous voyez bien que toutes les personnes qui étaient en activité à ce moment-là, ou du moins qui n'étaient pas en activité à ce moment-là, eh bien derrière, ça fait des annuités en moins. En plus, quand on allonge la durée de cotisation pour percevoir une retraite à taux plein, eh bien, ça ne peut qu'amplifier malheureusement le phénomène de pauvreté. Alors, il y a quand même des politiques qui sont menées. Hein. Il y a, où est madame la déléguée à la pauvreté? Elle est où? Elle est ici. Voilà. Il y a des quartiers politiques de la ville, prioritaires pardon, de la ville, qui ont été modifiés, dont le périmètre a été modifié très récemment. Il y en a 5 en Corse. Hein. Il y a à Ajaccio, le Nord-Ocade et les Salines. Vous avez ici les taux de pauvreté des habitants des QPV, à Bastia Mezzana et Méridional, et puis Pifano à Porto Vecchio. Vous avez le nombre d'habitants. Hein. Vous voyez qu'il y a ici, vous avez 10 fois plus de personnes qui vivent dans un quartier politique de la ville, à Bastia, qu'il n'y en a à Porto Vecchio. Certes, Porto Vecchio est bien plus petit. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit quand même, c'est que là, on est sur des quartiers politiques prioritaires de la ville. Et donc, ça veut dire que ce sont des quartiers qui sont définis au sein des unités urbaines. Mais il n'y a pas que des unités urbaines. La Corse est un territoire extrêmement rural. Et in fine, ici, on a 88% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté qui ne vivent pas dans les QPV, qui vivent ailleurs, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et notamment, tout ce qui touche le centre Corse, qui est quand même particulièrement
touchés par la pauvreté. Donc ça, ce sont des éléments essentiels pour pouvoir analyser un peu le fait que c'est bien qu'il y ait des politiques qui permettent d'aider les personnes qui vivent dans des quartiers prioritaires de la ville, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a aussi d'autres mesures. Hein. Je ne vais pas détailler tout ce qui est fait. Mais voilà ce qu'on peut en dire sur les quartiers prioritaires de la ville. Les caractéristiques aussi de ces QPV, c'est QPV et environnement urbain, c'est-à-dire le reste de l'unité urbaine au sein duquel est implanté le QPV. Vous avez l'essentiel des logements sociaux qui se trouvent dans les QPV. Ça veut dire qu'on concentre aussi la pauvreté, mais c'est aussi un peu la définition des quartiers prioritaires de la ville. Vous avez le taux de pauvreté monétaire, hein, qui est quand même à 39% dans les QPV. Vous avez vu tout à l'heure, ça variait de 31 à plus de 40%. Vous avez les familles monoparentales qui sont bien entendu en nombre plus important, des personnes immigrées également. Et puis, pour finir, ce sont les familles de 3 enfants ou plus qui sont plus importantes aussi dans ces QPV. Derrière ça, on peut analyser le taux de pauvreté par type de ménage. Alors, vous avez des familles monoparentales, des hommes seuls, des femmes seules, ça a été déjà détaillé hein, précédemment. On peut constater qu'il y a un peu moins de pauvreté dans les familles monoparentales en Corse, sauf qu'il y a plus de familles monoparentales en Corse, toute proportion gardée. Donc ça c'est un point important. Et puis, hommes seuls et femmes seules, de fait, quand on est seul, on a ce qu'on appelle des économies d'échelle qui n'existent pas, puisque quand on a un loyer, quand on devient veuf ou veuve, eh bien, il faut quand même toujours payer le loyer. Et le loyer, il ne change pas. Qu'on soit seul ou à deux, le loyer ne change pas. Donc voilà, ces économies d'échelle, il vaut mieux souvent vivre à deux. Et on le voit aussi, on le sait, je m'adresse au sociologue de renom qui est ici présent, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui souhaiteraient divorcer, se séparer de leur conjoint, qui ne le font pas pour des raisons qui sont financières, parce qu'ils ne peuvent pas se loger, ils ne peuvent pas trouver un logement. Il y a une grosse crise du logement en Corse, hein. Grosse crise du logement. Je sais que sur le forum, ce matin, sur RCFM, il y a eu une intervention d'une dame qui disait que sa fille adulte, handicapée, perdait son logement et il n'y avait aucune possibilité de la reloger. Et c'était assez problématique. J'ai été sollicité par les médias, c'est pour ça que je vous en parle. Et donc, j'ai analysé un peu ce qui se passait. La dame était sur Bastia. Il y a 1% de logements vacants à Bastia. En moyenne nationale, il y a 9% de logements vacants. Il y a 1% de résidences secondaires à Bastia. Sur la moyenne du territoire de la Corse, c'est 37% de résidences secondaires. Donc vous voyez que sur une ville comme Bastia, il y a 98% des résidences principales, des gens qui y habitent, et donc il n'y a pas d'extension. Il faudrait peut-être regarder vers le haut, je ne sais pas, sur les côtés. C'est fait vers le haut. Merci, monsieur le maire. Mais c'est assez compliqué. Donc tout ça pour dire que voilà, la situation quotidienne des personnes, elle est quand même très, très importante. Alors, on a évoqué les salariés pauvres. Il se trouve que très récemment, dans les semaines qui viennent de s'écouler, à l'INSEE, on a publié 2 études. Une qui parle des salariés à bas salaire. Ce sont des salariés, alors ce sont des bas salaires annuels. Hein. Je précise bien, c'est-à-dire ce n'est pas simplement le salaire en tant que tel. Donc des personnes qui perçoivent moins de 15 300 € par an. Et il y a 40% des salariés en Corse qui sont à bas salaire, contre 31% au niveau national. Alors ça s'explique par quoi? Ça s'explique par le fait que, eh bien, toujours sur l'Oriente, il y a un certain nombre d'ouvriers agricoles, de travailleurs saisonniers. Donc toute l'année, ils ne peuvent pas travailler. De la même manière, quand on est dans des zones touristiques, ici ou là, eh bien, c'est pareil, il y a des gens qui font le tourisme. Et si vous allez sur le Cap Corse aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver un restaurant ouvert. Je ne parle même pas de Calvi ou autre, hein. C'est assez compliqué. Donc, les gens ne peuvent pas travailler toute l'année. Donc, il y a des difficultés pour avoir un revenu qui soit complet tout au long de l'année. Il y a ça. Il y a aussi les secteurs d'activité. Le commerce qui emploie beaucoup de personnes, qui aussi représente la majorité des salariés. Mais le commerce, c'est aussi souvent des emplois à temps partiel qui sont mal rémunérés. Et plus généralement, la Corse a une caractéristique aussi, c'est que les emplois en Corse sont relativement peu qualifiés. Il n'y a pas de grosses industries, il n'y a pas de tech qui fait qu'il y a beaucoup d'ingénieurs. Tout le monde, partout où je passe, tous les élus, tout le monde me dit on manque d'ingénierie, il nous en faut de l'ingénierie. Et c'est vrai que ça manque beaucoup.
Et il y a relativement peu de cadres dans l'île, et ce qui fait aussi que les salaires sont relativement faibles, toute proportion gardée, par rapport au reste du territoire national. Voilà. L'autre partie, c'est 12% des ménages de travailleurs sont pauvres. Ça veut dire que là, on a pris des ménages de travailleurs dont le revenu principal était le revenu du travail, donc des salariés et des non-salariés, donc des salaires. Et on a observé, et ce chiffre-là est quand même très important, 12% des travailleurs sont pauvres. Alors je parle sous le contrôle, c'est 9% au niveau national, c'est ça? Donc on est d'accord. Et on voit toujours que la Haute-Corse est quand même beaucoup plus marquée que le reste du territoire sur la présence de ménages de travailleurs pauvres qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est grave de ne plus vivre de son travail. C'est très grave, très très grave. Alors, je vais faire une petite digression sur le ressenti. Le ressenti, c'est assez particulier. Vous avez évoqué, sans le dire, que c'était le reste à vivre, en fait. On a des dépenses contraintes aujourd'hui, le loyer, l'électricité, etc., l'assurance de la voiture, parce qu'on a besoin d'une voiture en Corse surtout, mais aussi il y a des dépenses contraintes qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années. Je prends un exemple tout bête, c'est le téléphone portable, avec Internet et tout ce qu'il y a. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de téléphone portable. Alors, la plupart des jeunes qui sont ici se disent « mais c'est pas possible, ils voyaient en noir et blanc, c'est pas… » Non, il n'y avait pas de téléphone portable, ou très peu. Et aujourd'hui, dans un ménage, quand vous avez 2 enfants, eh bien, il faut au moins 4 téléphones portables, avec des forfaits qui sont élevés. Puis il faut aussi Internet à la maison. Et avec un peu de chance, on a aussi une Netflix ou je ne sais quoi, ou Disney+, parce que sinon, on n'est pas comme les autres. Et on peut pas… Et les gens qui n'arrivent pas à avoir ça, c'est une plateforme, s'abonner à une plateforme, eh bien, ils se disent, moi, je suis plus pauvre que mon voisin qui peut. Et ce sentiment-là, il est crucial. Et ça pèse beaucoup. Donc, ces charges fixes qui augmentent naturellement parce qu'il y a de nouveaux besoins dont on ne peut pas se passer. Personne ne peut se passer d'Internet ici, aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et donc, ces charges fixes, elles augmentent. Et même si les salaires ont augmenté par rapport à ce qui se passait avant, eh bien, ces charges fixes, elles ont augmenté dans une proportion plus importante, ce qui a tendance à développer la pauvreté. Voilà. Alors, la décomposition des revenus disponibles des ménages. Vous avez d'un côté les ménages pauvres, de l'autre côté l'ensemble des ménages, et puis la Corse et la France, et puis la Corse et la France. Je vais détailler, je vais prendre le temps de détailler. Les revenus du patrimoine, eh bien, malgré tout, il y a un certain nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté qui ont quand même des revenus du patrimoine parce qu'ils ont une petite maison qu'ils louent l'été et qui leur permet de récupérer quelque chose ou un appartement, etc. Vous voyez que les prestations sociales, 29% à peu près, elles sont relativement importantes, mais beaucoup moins importantes qu'elles ne le sont pour les pauvres qui vivent dans le reste du territoire. Et donc, et derrière, quand on regarde l'ensemble des ménages, eh bien, c'est quand même, là on est à 37% en France, 6% ici, à peu près pareil là. Et vous voyez de quoi sont faits les revenus des personnes les plus pauvres. Vous avez les pensions et retraites. Alors là aussi, c'est le fait marquant, ça rejoint ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, que les personnes retraitées, eh bien, à 33%, enfin, parmi les pauvres, 33% de revenus des personnes les plus pauvres sont composés de pensions de retraite. C'est quand même beaucoup plus important que dans les ménages pauvres du reste de la France. Et puis ensuite, le chômage, on est à 7%, moins qu'au niveau national. Et puis, un tiers à peu près du revenu est composé des salaires. Ce qui est en noir, ce sont les impôts. Parce que quand vous êtes propriétaire, il y a des ménages pauvres, ils payent quand même des impôts parce qu'il y a des impôts fonciers. Donc, il y a quand même des impôts. J'aimerais insister aussi, pour casser un peu l'image, mais là c'est plus général. Vous voyez ces chiffres-là, 2,9 et 3,2 au niveau national, ce sont les revenus des ménages, 3,2 en moyenne en France. Le chômage, les allocations de chômage ne représentent que 3% des revenus. Donc le fantasme qui dit qu'il y a des gens qui vivent très largement du chômage, etc., c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sur les 5 millions de chômeurs, je crois qu'il y en a moins de 800 000 qui sont indemnisés. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Donc voilà, c'est juste une petite digression pour expliquer certains chiffres. Je ne peux pas m'empêcher de parler des prix en Corse. C'est cher la Corse, hein? On perd un bras comme on n'en a que deux.
c'est compliqué. On a fait une étude de comparaison spatiale des prix avec la France de province. On a regardé ce qui était, voilà, quels étaient les prix. Ensemble, il y a 7% d'écart de prix, de niveau des prix d'écart. C'est 7% plus cher en Corse que ça ne l'est sur la France de province. Quand on a dit ça, on se dit, bon, 7% c'est beaucoup, peu à la fois. Mais ce qui est très important, c'est les produits alimentaires qui sont, eux, 14% plus élevés. Alors pourquoi je parle des produits alimentaires? En moyenne, dans les ménages, France entière, les produits alimentaires, ils représentent 15% du budget des ménages. C'est-à-dire, vous, quand vous allez faire les courses, c'est 15% de votre budget qui passe dans l'alimentaire. Vous me dites, ah, tiens, c'est pas beaucoup. Oui, mais parce que vous avez le loyer qui fait 17%, vous avez le transport, vous avez les loisirs, vous avez tout ça. Donc, ça représente 15%. 15% en moyenne. Quand on regarde les ménages les plus pauvres, ce n'est pas 15%, c'est plutôt 25% de leur budget qui est consacré aux dépenses alimentaires. Donc, ça veut dire que quand vous avez un surcoût très important, le double de l'ensemble des produits, c'est quand même, ça touche essentiellement les plus pauvres. Plus on est pauvre, plus on est pauvre. C'est assez catastrophique là-dessus. Vous pouvez aller voir quand il y a des promotions, vous avez 3 paquets de nouilles pour le prix de 2, etc. Sauf que les gens, ils peuvent s'acheter qu'un seul paquet de nouilles. Ils ne peuvent pas s'acheter les 3 parce que ça coûte trop cher. Vous voyez ? Et donc, les promotions profitent aux gens qui ont les moyens d'acheter les promotions. C'est essentiel. Donc, les produits alimentaires, on a pu constater qu'avec la crise sanitaire et la forte inflation qui a eu lieu, France entière, au maximum, il y a eu 7% d'inflation, au maximum, en 2022. Les gens me disaient, ouais, mais non, si vous racontez n'importe quoi, vous mesurez mal, parce que quand je vais faire les courses quotidiennement, je vois bien, ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est vrai, parce que l'alimentaire a augmenté de 17% au sommet. C'est plus 7%, mais il y a aussi d'autres produits à côté qui n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions. Donc, derrière ça, qu'est-ce qui s'est passé, les Français? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arbitré. Et quand vous arbitrez sur quoi? Les charges fixes, vous ne pouvez pas, elles sont contraintes. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas arbitrer. Donc, ils ont arbitré sur l'alimentaire, avec 2 effets. Non seulement, ils ont moins dépensé sur l'alimentaire, mais en plus, ils ont moins consommé en fait, sur l'alimentaire, mais en plus, ils ont consommé des produits moins chers, de moins bonne qualité. Et ça, c'est quand même important parce que si c'est de moins bonne qualité, ce n'est pas bon pour la santé. Monsieur Pernin, il est parti. Il est là, pardon. Voilà, il le sait mieux que moi, Monsieur Pernin. Et donc, ce n'est pas bon pour la santé de manger des produits qui ne sont pas chers, certes, mais qui sont transformés, archi-transformés. Et ce n'est pas bon du tout pour la santé. Donc, c'est là, j'allais dire, la double, la triple, la quadruple peine. Plus on est pauvre, plus on est soumis à des phénomènes qui font qu'on s'appauvrit, on a une espérance de vie beaucoup moins importante, etc. etc. Voilà. Pour l'avenir de ce que j'en ai dit, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, je vous incite à lire d'abord ça, là. Les prévisions sont difficiles, surtout lorsque ça concerne l'avenir. C'est de Pierre Dac. Réfléchissez bien à ça, parce que pour ma part, voilà, on n'a pas de boule de cristal. Nous, on fait des projections de population et on se dit, si tout reste comme, si la tendance se poursuit, eh bien, on aura à peu près ça. Et il se trouve que la Corse, à horizon 2070, ici, vous avez la variation de la part des 65 ans et plus, donc va augmenter, et c'est la région qui va augmenter le plus en termes de part des 65 ans et plus. Et puis, ici, on a l'évolution de 2017-2018. Là, c'est sur... Pardon ? C'est le nombre, oui, pardon, excusez-moi. C'est le nombre de personnes âgées. On est un territoire qui vieillit beaucoup. Beaucoup. Et on a pu voir que les personnes âgées avaient de grosses difficultés en termes de pauvreté. Et donc, avec un territoire qui vieillit beaucoup, on pourrait imaginer que demain, il y aura encore plus de pauvres. Mais avec un taux d'activité en pleine croissance, est-ce que les pensions de retraite ne vont pas remonter? Si tant est qu'elles soient versées à un moment donné, enfin avec tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Il y a de l'emploi en Corse, il n'y a pas de souci, il y a de l'emploi en Corse et il est dynamique. C'est ce qui permet à la Corse d'avoir un solde migratoire positif. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en Corse chaque année, mais ce sont des emplois peu qualifiés, vraiment peu qualifiés. Et donc, pour finir
parce que vous en avez parlé, je suis obligé d'en parler, c'est la pauvreté en conditions de vie qui a été évoquée. Je rappelle, mais je parle sous le contrôle de M. Mattei, c'est que ce document-là pourra être diffusé à l'ensemble des participants si vous le désirez. Donc vous aurez ça. Ça, c'est la liste des situations dans lesquelles on peut se trouver en conditions de vie si on a l'incapacité, pauvre pardon, en conditions de vie, si on a l'incapacité à couvrir au moins 5 dépenses dans la liste suivante. C'est la liste. Voilà. Et puis, pour finir, c'est que des gens qui sont concernés par au moins l'une des 3 formes de pauvreté, pauvreté institutionnelle des personnes qui perçoivent des minima sociaux, RSA, AH, oui, voilà, AH, et puis minimum vieillesse, je vais y arriver. Ici, c'est en bleu. En jaune, c'est les privations matérielles et sociales, ce qu'on a évoqué avant, et puis la pauvreté monétaire ici. Je vous laisserai méditer ce graphique un peu plus tard. Voilà, j'en ai fini parce que le temps qui m'est imparti est écoulé. Merci beaucoup. Vous m'entendez? C'est ce que je craignais. Alors, état des lieux et perspectives à l'horizon 2050, dans une séquence observer, comprendre, agir. La question est bien posée. Félicitations, Présidente, et merci à toute l'équipe qui organise cette soirée. Je suis là en tant qu'acteur de terrain, parmi d'autres, et surtout témoin de l'action des associations de solidarité qui agissent sur le champ de la grande pauvreté. Et en tant que témoin, je peux dire que nous sommes des poseurs de rustines. Il y a 30 ans, nous posions ces rustines sur des chambres à air de vélo et ça suffisait. Aujourd'hui, nous les posons sur le Titanic. Ça ne suffit plus. Croire que le traitement de la pauvreté relève seulement des affaires sociales serait une grave erreur pour 2050. Et préparer 2050, ce n'est pas le 31 décembre 2049 qu'il faut commencer, c'est dès ce soir, Madame la Présidente, et je suis là pour vous en convaincre. J'aimerais donc d'abord nommer le problème. Faire ensuite un constat qui nous mènera sur 2 scénarios. J'emprunterai le second en vous faisant part d'une expérience qui ne s'impose à personne, mais en forme de proposition. Nommer le problème. Un problème qui touche désormais plus de 10 millions de personnes, avec une définition bancale. Un problème qui touche de plein fouet sa propre jeunesse. Un problème qui diminue l'espérance de vie des plus pauvres. Un problème qui mobilise des budgets énormes, plus de 30% du PIB. Nous sommes les meilleurs en Europe, on n'a pas à avoir honte. Et un problème qui génère ou qui alimente une économie parallèle dont on mesure les effets destructeurs encore aujourd'hui, ça s'appelle un problème politique majeur. On n'est plus dans les bisounours. On n'est plus dans les bisounours. Alors, quel est le constat? Il part des constatations de l'INSEE. Je les résume. Si des gens aussi sérieux que M. Bassot étudient depuis 1970 la pauvreté, on est devant une réalité durable. Une réalité durable. Si on le fait sur des critères aussi précis que cela, en y introduisant maintenant le subjectif et le qualitatif, c'est qu'on n'est pas dans un phénomène qui est dû au hasard, on est dans du structurel. Notre pauvreté est réelle, durable et structurelle. Et quand on voit les courbes au cours des années, et surtout de ces 20 dernières années, la courbe de la pauvreté augmente. Nos résultats sont mauvais. Alors en hyperurgence, il y a une méthode qui existe, qui marche très bien. Elle consiste à poser la question suivante. Comment faire pour que ça aille encore plus mal? Nous avons une forte qualité de noter ce qui va mal. Aujourd'hui, le micro marche bien, la vidéo marche bien. Si je vous fais un Larsen de 280 décibels et que la visio tombe en panne, on s'en souviendra tous. Et le fait que ça marche, on ne s'en souvient pas. Donc, avec les constatations de l'INSEE, comment faire pour que ça aille encore plus mal?
La réponse est simple, continuons comme ça, puisque la pauvreté augmente. Ne changeons rien, faisons toujours plus du comme avant. C'est le premier scénario. Le second scénario, il repose sur un changement de méthode. Et ce changement de méthode, il nous est imposé, je ne trouve pas le bon... Oui, c'est ça. Et voilà. Ce changement de méthode, il repose sur une constatation extrêmement simple. Nous traversons une crise économique durable et sévère. Nous allons avoir moins d'argent. Eh bien, quand il y a une diminution en euros, il faut une augmentation en neurones. Quand il y a moins de finances, il faut plus d'intelligence. Et c'est la méthode que je vous propose. Celle que nous avons employée sur le plan associatif depuis 20 ans, je vais le dire sans respirer, c'est la résolution de problèmes complexes par une approche systémique mobilisant l'intelligence collective. Et je vais vous donner maintenant le fruit de ce travail. C'est une chaîne qui disait « c'est une folie de croire qu'on obtiendra des résultats différents en employant les mêmes méthodes ». Alors j'ai appuyé sur le micro pour changer la diapo, ça ne marche pas. Et ça ne marche toujours pas. Voilà. Et nous avons inventé, avec un petit groupe, le parapente de la pauvreté. Le parapente, c'est cet instrument merveilleux qui permet de ne pas s'écraser au sol et de reprendre de la hauteur. Ce parapente, il a 5 cordages. Le premier, c'est l'urgence, les besoins vitaux. Santé, logement, alimentation. Les seconds, qui viennent ensuite, c'est les solidarités institutionnelles et les solidarités sociétales. Lorsque ces cordages manquent ou que l'un est cassé, vous êtes nus dans la pauvreté et en danger de mort. Les deux autres, c'est ce qui permet de se sortir de la pauvreté. C'est tout ce qui touche à l'enseignement primaire, secondaire, à la formation, aux écoles de la seconde chance, à l'accès à l'emploi. Et l'autre, c'est le pouvoir d'achat. Ce parapente de la pauvreté, nous l'avons expérimenté sur les 3 espaces politiques de résolution du problème. L'espace de proximité, c'est-à-dire l'espace municipal, ensuite l'espace territorial, et enfin, mais par la littérature, l'espace national. Sachant qu'il y a ici, c'est Xavier Emanueli, Corse de chez Corse, qui nous l'apprend, une pauvreté de biens et une pauvreté de liens. Cette cartographie est fort intéressante parce qu'elle vous permet tous de vous situer quelque part et de vous transformer, vous les tailleurs de pierre, en bâtisseurs de cathédrales. Si vous travaillez au Resto du Cœur, vous êtes là et vous participez au reste. Si vous travaillez dans une institution et que vous faites le recours au droit, le territoire zéro renoncement, vous êtes là. Si vous êtes dans la société civile et vous occupez de votre voisin de palier, vous êtes là. Si vous êtes enseignant, vous faites de l'action éducative, vous êtes là. Si vous travaillez sur le pouvoir d'achat, et pas pour avoir augmenté les salaires, mais vous pouvez donner les transports gratuits, vous êtes là. Alors, que se passe-t-il dans un de nos villages? C'est ce que nous avons fait. Le groupe de travail, qui était constitué de gens plutôt aisés, on travaillait sur la pauvreté, nous dit on ne peut pas vous dire s'il y a de la pauvreté, l'information circule mal, première cause, mais nous sommes tous impactés, tous, qu'on soit riche ou pauvre, par des facteurs de précarité. Et les voici dans ce village. Au niveau des besoins vitaux, nous avons un gros problème d'accès aux soins. Première angoisse, moyenne d'âge 70 ans. On tremble. Et le logement. Au niveau des solidarités institutionnelles, on a des problèmes, surtout ce qui concerne les services publics. Le transport, sur l'électricité, sur Internet. Une soirée comme celle-là, il y a un coup, il y a une coupure d'électricité, l'autre coup, il y a une coupure d'Internet. Sur les services de proximité, il n'y en a pas. Et un manque d'information sur les aides existantes. Au niveau des solidarités sociétales, l'hiver, je reformule, pas de lieu de vie de convivialité. Il disait l'hiver, on s'emmerde. Le seul lieu de convivialité, c'était une épicerie. Il n'y avait même pas de bistrot. Le lien familial se délite. Il n'y a pas d'activité pour les enfants. Au niveau de l'enseignement, une faible et de l'emploi, faible marché de l'emploi, emploi saisonnier non pérenne et des richesses naturelles qui sont inexploitées. Il pensait à la forêt.
Et pour ce qui est du pouvoir d'achat, eh ben, les vieux aisés s'en vont l'hiver, perte sèche pour les commerçants, et le coût de la vie est extrêmement cher. Suite de la méthode. Quand on a ça, eh ben, on travaille sur les solutions. On ne commence pas par travailler sur les solutions sans connaître les racines du problème. Il y a 3 types de solutions. Et j'emprunte l'image à Maurice Bellet. On peut travailler sur l'existant. Ça, c'est le travail des institutions. On peut travailler sur les interstices. Ça, c'est le travail des associations, sur les défauts de l'existant. Puis on peut travailler à la marge. Et c'est ça l'important. Travailler sur le hors-cadre. Le premier qui a inventé l'hôpital, on ne lui a pas demandé de le faire. Le premier qui a inventé la sécurité sociale, on ne lui a pas demandé de le faire. Le territoire zéro chômeur, la CMU, etc., ce sont des idées hors cadre qui sont devenues des choses pérennes. Et je dirais même qu'une tradition, c'est une innovation qui a marché. Donc soyons créateurs de traditions. Et je vous cite 2 exemples sur l'accès aux soins. Il n'y a pas de médecin. Bon, ben on peut se regarder longtemps et pas trouver de solution. Là, ils ont réfléchi sur les solutions. 3 solutions. Premièrement, on tient la liste de tous ceux qui ont travaillé dans la santé, ambulanciers, infirmières, kinés, etc. On tient la liste. Parce que le problème, c'est de tenir quelques heures devant une perte de connaissance, devant une crise psychiatrique aiguë, devant une douleur thoracique, le temps que le SAMU arrive. Deuxième solution, on est en Afrique, il n'y a pas de médecin. Prenons des cours de secourisme avec la Croix-Rouge. Troisième solution, achetons-nous une trousse d'urgence. Eh bien déjà, on est moins angoissé en attendant le SAMU le vendredi soir. Et puis, ils ont fait du travail à la marge. Ils sont dû les fêtes de village l'été, c'est drôlement bien. Mais il y a trop de jeunes qui meurent en repartant sur les routes. Donc nous, les vieux, on restera en périphérie du bal. Et on fait l'opération Nez Rouge, on les raccompagne à jeun chez eux pendant qu'ils sont bourrés au fond de la voiture. Voilà les solutions à la marge. Deuxième terrain, la Corse, le territoire. Ce territoire, M. Duvou, il est en avance sur les autres. C'est le premier que je connaisse qui ait déclaré que la pauvreté est un problème politique majeur. Depuis 2015, c'est inscrit dans le PADUC, tout parti confondu, droite, gauche, nationaliste. En 2017, fort de ça, il se dote d'un plan de lutte contre la précarité dont une bonne partie est implémentée par les méthodes que je vous ai décrites. Quel est le visage de la Corse avec ce parapente? Urgence vitale, le logement, la santé, l'alimentation. L'alimentation, c'est apparu depuis peu. Ça n'existait plus, la faim. Elle est apparue. Au niveau des solidarités institutionnelles, des renoncements, un trop gros fort de renoncement aux droits. Une balkanisation des services. Il y a des services dans tous les sens qui se chevauchent. On a des directions départementales chapeautées par des directions régionales pour 300 000 habitants. On envoie le psychiatre dans les directions régionales. Ils ne savent pas à quoi ils servent. Fracture numérique. On sait que c'est une catastrophe. On le sait. Il y a des gens qui ne savent pas se servir d'Internet, j'en fais partie, l'électronisme, des gens qui ne peuvent pas s'acheter le matériel, et des gens qui savent s'en servir, qui achètent le matériel, et qui sont en zone blanche. Cherchez l'erreur. Au niveau des solidarités sociétales, il y a un délitement du lien familial, un délitement du lien social, plus lentement qu'ailleurs, mais comme ailleurs. Il y a une désertification. Quand les gens sont éloignés, bien sûr que le lien social, géographiquement, se délite. Et des associations fragilisées, elles commencent à disparaître pour certaines. L'enseignement et la formation, eh ben, notre économie est faite sur le monotourisme. Dès qu'on a un souci, le troisième âge va en vacances ailleurs. Par la saisonnalité de l'emploi, par la déperdition des compétences. On forme dans notre université avec des sous, des cerveaux qui ne trouvent pas à s'employer ici et qui vont ailleurs. On a financé des cerveaux pour aller ailleurs. Et un fort taux de décrochage scolaire. Et enfin, pour ce qui est du pouvoir d'achat, on a une formule magique. On a une vie plus chère qu'ailleurs, les salaires plus bas. Cherchez l'erreur. À partir de ça, on va trouver des solutions. Et c'est ce plan de lutte contre la précarité qui est en 2017 et dont je tire la marge. Parce que la commande, c'était sur le logement, la jeunesse, la santé, l'emploi. En faisant réfléchir ces groupes de travail,
Ils ont débordé les choses. Ils ont trouvé des solutions à la marge. Première solution, l'exemplarité. On ne demande pas aux autres ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Eh bien, il y a un manque de logement, la collectivité va aller chercher des locaux dans son propre parc immobilier. On va faire des concertations, des co-constructions de nos politiques. C'était le plan, il n'a pas toujours tout à fait été mis en œuvre en tout. On va analyser les dysfonctionnements systémiques, on va aller chercher les causes. Pourquoi ça cloche? Pourquoi le renoncement? Pourquoi des choses qui clochent comme ça? On va faire de l'innovation, on va faire une cellule de parangonnage. Le parangonnage, c'est le mot français pour dire benchmarking. C'est-à-dire qu'on va prendre 3-4 jeunes fondus d'informatique dans la collectivité, on les va brancher là-dessus. Et sur commande de la présidente, du président ou des élus, ils vont travailler un sujet pour pas qu'on réinvente la poudre, pour aller chercher les bonnes solutions ailleurs, dans la région, dans le reste de la France et dans le monde. Et puis les hackers géniaux, ils vont même travailler d'autres sujets et apporter des bonnes solutions ailleurs pour que le samedi soir, en présentant le dossier le lundi, on s'aperçoive que la solution n'existe pas déjà à 20 mètres de chez nous. Et puis c'est la réserve citoyenne. C'est-à-dire que, et toutes les solutions que je vous donne là, 80% c'est à 0 €. Ces réserves citoyennes, c'est quoi? C'est mettre d'un côté des compétences offertes pour des besoins de l'autre côté. Et je pense aux grands-parents de substitution. Sur le même palier, vous avez des gens âgés sans enfants qui s'ennuient, et de l'autre, une famille monoparentale qui ne sait pas comment faire. Ben, ces grands-parents de substitution, après avoir une idée que ce n'est pas un couple de grands pédophiles, peuvent aller chercher le gamin à l'école, lui donner à manger à midi, lui aider à faire ses devoirs le soir. De même, un covoiturage intelligent dans un village. Le gars qui part en voiture à Ajaccio pour aller faire ses courses, ben, il le signale aux autres, etc. 0 €. Autre idée, il y en a des tonnes, c'est la valorisation. Valoriser le travail social par une journée régionale, faire des Oscars, c'est 0 € toujours. Oscar de l'entreprise, des associations, de la commune, des politiques, des individus qui se démènent pour que la pauvreté régresse. Et ça fait plaisir. Et puis enfin, se donner le droit à l'expérimentation. Ne serait-ce que faire une expérimentation de mettre des assistantes sociales à l'école primaire. Parce que les assistantes sociales à l'école primaire, je vous l'apprends, il n'y en a pas. On les met au collège, quand les fractures sont consolidées, que les hématomes ont disparu. Faisons l'expérimentation. Ce plan, il tarde à être mis en œuvre. Maintenant, l'état de la France. Eh bien, là, je suis tombé sur un travail qui a été fait par le cercle des poètes qui apparaissent. C'est le cercle de la réforme de l'État. Et c'est un travail dans lequel on se reconnaît très bien parce qu'il reprend toutes les propositions associatives. Toutes, en les reformulant et en faisant des propositions. Ça s'appelle « Prévenir et lutter contre les pauvretés. Quelle réforme dans la conduite de l'action publique ?» Et ils ont cette phrase, c'est « S'intéresser au mode de conception et de mise en œuvre des politiques de lutte contre les pauvretés en gardant à l'esprit que c'est la vie d'hommes, de femmes, d'enfants, de familles qui est en jeu, parce que la pauvreté, ça tue. » Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? J'ai encore appuyé sur le micro. Ceci, vous voyez que le parapente, il y fonctionne. En matière d'urgence de besoins vitaux, ils ont isolé un nouveau besoin vital, c'est l'isolement. Le terme de la pauvreté, c'est l'isolement, et l'isolement, on en meurt très bien en découvrant le cadavre 6 mois après. C'est le chauffage, c'est le logement, c'est l'alimentation, c'est la santé. J'oubliais de dire, je reviens sur le territoire. Accès à la santé. La solution structurelle, c'est le CHU. Accès à l'alimentation. La solution structurelle, c'est l'autosuffisance alimentaire en la centrant sur les plus pauvres. Et une société heureuse, c'est une société qui s'organise autour du plus faible. Faire de la production alimentaire en Corse, dirigée d'abord vers les plus pauvres, ça a donné du sens. Autosuffisance énergétique, on a tout pour le faire. Et puis sur le logement, il nous manque 6 à 8 000 logements. Mais on ne s'en sortira pas en faisant du logement neuf, parce que la première idée, c'est on va faire du logement neuf. Ben oui, mais on n'y arrive pas.
Alors il faut produire de logements sans en construire. Et nous sommes dans une région où on accueille 3 millions de touristes, 3 millions de SDF, de avril à septembre, et où l'on vend plus de 10 millions de nuitées dans les hébergements collectifs de tourisme. Je ne dis pas qu'on va les loger là-dedans, mais je dis qu'il y a peut-être quelques petites solutions, parce que 6 000 logements, c'est peanuts. Je reviens au national. Je appuie toujours sur le micro. En matière de solidarité institutionnelle, eh bien là, ça s'appelle la maltraitance institutionnelle. Et c'est le cercle de la réforme de l'État qui le dit. On a une dispersion, une dématérialisation des services. On a une multiplicité des dispositifs et de leur pilotage. On privilégie le coût social par rapport au rapport du capital humain. Il citait l'exemple que loger une famille dans une chambre d'hôtel, vous voyez les études des enfants là-dedans, pendant 5 ans, ça coûte plus cher qu'un logement neuf. C'est le court terme par rapport à la prévention. On privilégie le court terme par rapport à la prévention. Et puis c'est l'échec de l'interministériel et de la politique en silo. Vous allez me dire, on va faire de l'interministériel. Ok, ça fait 20 ans qu'on en fait. C'est un échec. Au niveau de la solidarité sociétale, eh bien maintenant on connaît les déterminants sociaux. On sait très bien qu'un gamin qui naît dans une famille pauvre, ce gamin va devenir un parent d'enfants pauvres, etc. Mais on est quand même meilleur. Dans un pays pauvre, il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté. Chez nous, il n'en faut que 3 générations. Et puis, c'est la distension du lien social et du lien familial. Sur le lien familial, on ne pourra pas faire grand-chose. Sur le lien social, on peut travailler, en commençant par ne pas faire disparaître les associations. Et puis, c'est cette affaire que vous évoquez, c'est le pouvoir d'agir. C'est-à-dire intégrer les experts de la question au groupe de travail. Et les experts de la question, ce sont les pauvres. On va continuer à faire des programmes sans eux, à les mettre en œuvre sans eux, à les évaluer sans eux, sans calculer le savoir-faire. Comment on se débrouille pour faire à manger avec 2 € par jour? C'est un savoir-faire. Eh bien, ce pouvoir d'agir est en train d'apparaître et c'est heureux. Pour l'enseignement et l'emploi, eh bien, le terme de travailleur pauvre maintenant est avalisé. Il apparaît officiellement dans les textes d'État, c'est-à-dire qu'on admet parfaitement que quelqu'un puisse travailler et que sa feuille de paye lui prouve qu'il n'y arrivera pas à la fin du mois et qu'il est en rouge à partir du 15. Et puis, c'est l'éclatement des compétences en matière économique, de l'emploi, de la formation et des professions. Voilà le tableau de la France. Alors, quelle est la solution? Voici la mienne. Une voix crie dans le désert, mais j'espère qu'elle sera entendue. Ah, pardon. Et pour le pouvoir d'achat, eh bien, un retard des réévaluations de toutes les pensions, parfois des coupures de droits pendant quelques mois, c'est le non-recours au droit et c'est l'inflation qui pèse en premier sur les pauvres. Et ce travail, donc, c'est celui-là, je vous le recommande. Il est apparu il y a quelques mois et il y a eu un article dans Le Monde récemment. Alors, pourquoi c'est en échec? Eh bien, c'est une dame, Esther Duflo, prix Nobel d'économie, qui nous dit que c'est la règle des 3 I, mais c'est pour les pays en voie de développement, ce n'est pas chez nous, rassurez-vous. Pourquoi c'est en échec, les politiques contre la pauvreté? Parce que ceux qui sont au niveau international ou ceux qui sont chargés de les appliquer localement sont atteints par les 3 I, c'est-à-dire l'idéologie, l'ignorance et l'inertie. C'est ailleurs, ce n'est pas chez nous, rassurez-vous. L'idéologie, c'est croire que la pauvreté est une fatalité. L'idéologie, c'est croire que les pauvres sont responsables de leur sort. L'idéologie, c'est croire que la théorie du ruissellement, ça marche. L'ignorance, c'est quoi? C'est être responsable politique ou administratif sur la pauvreté et n'avoir jamais lu du Duvaux, du Pogam, du Xavier Manueli, du Joseph Wrezinski, ni les rapports nationaux des associations. Rassurez-vous, ce n'est pas chez nous. Et puis l'inertie, c'est quoi? C'est avoir la preuve que la dématérialisation, c'est une catastrophe et de continuer à le faire. Moi, un jour, j'ai dit la dématérialisation, il y a des gens qui n'y arrivent pas. On m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, docteur, on va leur donner des cours. L'inertie,
c'est avoir un règlement des aides, en discuter pendant 2 ans, et qu'il ne se passe jamais rien, mais vous en faites pas, les associations qui le demandent vont disparaître. C'est chez les autres, ce n'est pas chez nous. Ça, c'est une phrase d'Esther Duflo. Il est possible de rendre le monde meilleur, mais il faut pour cela un peu d'énergie intellectuelle. C'est-à-dire en reformulant, bougez-vous les fesses. Alors, quelle est la solution que je préconise? D'abord, il faut changer les cordages au niveau de l'État. On doit avoir un cordage de prévention, un cordage de sortie de crise, toujours le cordage des besoins vitaux, un cordage du pouvoir d'agir, de l'innovation, de l'expérimentation, de la recherche, et le cordage de l'évaluation. Et M. Duvaux le dit très bien dans son bouquin, l'évaluation en temps réel. Et pour ça, il faut nommer la voilure. La voilure, c'est quoi? C'est une véritable politique globale de lutte contre la pauvreté, que nous n'avons toujours pas. On est toujours à faire les bisounours avec les affaires sociales. Et puis, il faut un pilote dans l'avion, celui qui tient les cordages. On ne fait pas la guerre sans ministère de la guerre. La pauvreté nous a déclaré la guerre, nous n'avons pas de ministère de la guerre. Si le Luxembourg, demain, nous déclare la guerre, on va réunir le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de la Jeunesse et des Sports, on va faire une réunion, on va nommer un délégué interministériel, et le lendemain, le Luxembourg est à Marseille et va envahir la Corse. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut un ministère dédié entièrement à la lutte contre la pauvreté. Ça pèse 10 millions de personnes. Ça pèse 30% du PIB, ça pèse une économie parallèle. Moi, ça mérite ça. Nous avons des généraux de division, les commissaires à la pauvreté, mais ils n'ont pas d'amiral au-dessus. Ils n'ont pas une véritable politique. Ils ont des pactes qui ne marchent pas. Alors, je voudrais conclure par une phrase de paléontologue. Entre le singe et l'homme, quel est le chaînon manquant? Ils vont aller chercher la petite dent, la phalange sur laquelle ils vont faire un génome, un bout de crâne. Mais il y a des philosophes, des sociologues qui nous répondent le chaînon manquant entre l'homme et nous, entre le singe et nous, pardon, j'ai confondu, vous avez bien lu, oui, entre le singe et l'homme, c'est nous. C'est-à-dire qu'à chaque moment, individuellement, nous balançons entre notre bestialité et notre humanité. Et nous avons le pouvoir de pousser le curseur vers le haut ou vers le bas. Que nos sociétés basculent toujours entre leur bestialité et leur humanité, elles ont le pouvoir de pousser le curseur vers le haut ou vers le bas. Et ce curseur a un nom. Ça s'appelle la fraternité. Et ceux qui en doutent et ceux qui en sourient sont priés de s'armer d'un burin et d'un marteau et d'aller faire éclater ce mot sur les pierres qui ornent nos mairies et d'accracher les 2 premières pages de notre Constitution. Parce que le mot fraternité y est inscrit. Je terminerai par 3 mots en corse. Yes, we can. Je ne me sens pas concernée par les 3 I, mais par contre, par le Yes We Can, oui, pas de problème. Et oui, dit de le saut. Bien, alors, la parole est vraiment à qui veut la prendre. Inscrivez-vous. C'est toujours le plus dur, c'est la première intervention. Voilà, bon, je voudrais d'abord remercier bien évidemment nos 3 intervenants qui ont des contributions vraiment très complémentaires. Et puis, véritablement, hein, je vous invite à aller voir ce qu'ils ont produit aussi. Au-delà de la réunion de ce soir, de la conférence de ce soir, il faut poursuivre. Voilà, l'idée, c'est d'emballer le système et de faire fonctionner les neurones. Je suis d'accord avec toi. Voilà, il faut être en alerte maximale en permanence. Et la parole est vraiment à qui veut la prendre. Allez, on y va. Alors, je vous invite, on ne connaît pas tout le monde, et surtout pas nos invités notamment Monsieur Duvaux, donc dites qui vous êtes, s'il vous plaît. Merci. Oui. Parce qu'ici, tout le monde se connaît. Voilà, mais par politesse, il faut vous présenter. Merci. Oui, bonsoir. Isabelle Herrero, je suis commissaire à la lutte contre la pauvreté. Donc, Madame la Présidente, je vous remercie vraiment pour cette invitation. Merci à tous les intervenants. C'était
vraiment très très riche. Alors je me sens un peu dans l'obligation de répondre puisque l'État et la politique de lutte contre, en tout cas d'intervenir, de lutte contre la pauvreté a été pointée du doigt. Moi, ce que je voudrais dire, d'abord, ce que je retiens de ces échanges si riches, c'est déjà des phénomènes assez marquants. C'est ce phénomène, en gros, de halo de la pauvreté, hein, qui est général, où on voit que des gens qui travaillent sont dans la pauvreté et qu'il y a une montée en puissance, finalement, de ce phénomène. Donc, il y a une montée en puissance, en fait, de la précarité dans la société. Le deuxième élément marquant, c'est aussi ce sentiment de pauvreté. Et on a vu, ça a été très bien montré, le décalage entre la situation réelle et le ressenti. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en termes de politique publique, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, cette notion de ressenti. Donc ça va interroger aussi les politiques publiques. Et puis après, sur la façon de faire le bien commun ensemble, moi je considère que les solutions institutionnelles, ce n'est pas uniquement l'affaire des élus, de la collectivité ou de l'État ou des associations dans une certaine mesure, mais en réalité c'est l'affaire de tous. Et je crois qu'il n'y aura de politique de lutte contre la pauvreté que si on s'en empare collectivement. Mais tous, hein, tous les acteurs, et ici je pense qu'il y a une représentation de la société. Et pour aller sur le point qui a été évoqué par le docteur Pernin à la fin du pacte des solidarités, oui, le pacte des solidarités, ça peut être, comme vous l'avez dit, juste des mesures en fait écrites sur un papier et qu'on nous demande à nous, commissaires à la lutte contre la pauvreté sur chaque territoire de développer. Mais pour moi, c'est aussi et surtout un prétexte. Et c'est le prétexte, en fait, à se saisir collectivement, comme on le fait aujourd'hui dans ce cadre de débat, de la situation et d'en faire quelque chose. Et c'est à nous, en réalité, collectivement, d'inventer ce que l'on veut faire avec la solidarité ou avec les solidarités. Vous l'avez bien dit, ce territoire s'est emparé de ce sujet depuis de nombreuses années sur un plan politique, hein, puisque 2015, c'est la première démarche politique, ça a été intégré au PADUC. Il y a ce plan de 2017 de la collectivité, donc il y a une tradition en fait ancienne. Il y a la conscience politique du sujet. Je crois que maintenant, on peut passer, et main dans la main, si j'ose dire, entre les élus, l'État, les associations, les entreprises aussi. Je pense qu'on a peu parlé du monde économique, mais je pense que le monde économique a vraiment aussi sa place à prendre dans ce sujet-là. C'est à nous de nous en emparer et d'en faire quelque chose collectivement, main dans la main. Donc la démarche, moi modestement, ce pacte des solidarités qui est en train d'être lancé hein, sous l'égide du préfet de Corse, ça va être d'associer toutes les parties prenantes pour qu'on on refasse pas l'histoire à zéro, mais qu'on parte de ce qui a déjà été fait, qu'on s'appuie sur cette conscience politique de ce territoire, qu'on s'appuie aussi sur ces traditions, parce qu'il y a des traditions d'entraide, on a vu qu'il y avait un délitement, mais quand même peut-être qu'on peut raviver certaines choses et qu'on puisse travailler collectivement. Certains d'entre vous ont déjà été interrogés, on a une petite ingénierie qui va nous accompagner pendant une année pour avoir une démarche à la fois collective, partenariale, stratégique et opérationnelle. C'est-à-dire qu'on va se mettre concrètement autour de la table avec tous les travaux, tout l'historique, l'existant, pour qu'on définisse 2-3 priorités ensemble. Et derrière, on enclenche des projets qui vont faire effet levier. Pas forcément réinventer les choses, mais s'appuyer sur des démarches aussi qui ont été évoquées par le docteur Pernin, par exemple, très opérationnelles, et qu'on voit comment on peut les faire essaimer, par exemple. Donc voilà, moi je voulais juste apporter un éclairage pour peut-être aussi qu'il faut qu'on change notre façon de voir les choses, qu'on sorte de ces logiques où on se renvoie chacun la balle quelque part, qu'on sorte du rôle de victime ou pas, et qu'on essaye de s'emparer tous collectivement en apportant chacune sa pierre à l'édifice. Et pour moi, le pacte des solidarités, c'est ce que ça nous offre. Voilà, ça nous offre, et en tout cas, moi, je le vois comme ça,
une ouverture de travail ensemble, sans vous voyez, étiquette, etc., pour aller vers le concret. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait adapté aux réalités de ce territoire? Voilà, pardon, j'étais un peu longue et j'ai un peu réagi, mais voilà ce que je voulais vous exprimer. Merci. Qui souhaite intervenir? Monsieur, je vous en prie. Jean-Claude Vignoli, je représente l'association Avra des Landes à Bastia. C'est une association caritative dont le public ne correspond peut-être pas à l'objet de votre étude parce qu'il s'agit de personnes qui sont vraiment au plus bas de la misère. C'est le quart-monde, comme disait le père Wajinski que tu as cité, ou Geneviève de Gaulle. Nous recevons des gens de partout, de France continentale, de l'Europe de l'Est, mais nous avons aussi des Corses, contrairement à ce que certains disent. Je voulais savoir ce que vous pensez de certains mouvements qui accrochent maintenant dans l'opinion publique, qui s'en prennent aux associations caritatives comme la nôtre, en nous accusant d'être des associations immigrationnistes qui attireront les pauvres, qui prétendent qu'il faut préférer nos pauvres à nous plutôt que les autres, qui sont très culottés d'ailleurs, parce que ils agissent et ils parlent au nom de prétendues valeurs corses, il faut le faire, et certains vont même plus loin, ils prétendent parler au nom de valeurs chrétiennes. Je me demande comment ils ont lu l'Évangile. Alors je voulais savoir si vous avez ce même mouvement sur le continent, et qu'est-ce que vous en pensez, parce que ça a l'air d'accrocher dans l'opinion publique. C'est un mouvement qui est connoté politiquement et qui pourrait se traduire dans les prochaines élections et avoir des incidences graves pour nos associations. Voilà. Merci. Oui, merci beaucoup d'abord pour votre action, parce que je l'ai dit tout à l'heure en commentant les statistiques, en fait, les plus démunis, celles et ceux qui sont les plus en difficulté, ils souffrent souvent de maltraitance institutionnelle, mais d'abord d'invisibilité. En fait, ils ne sont pas dans les statistiques. Et donc, s'il n'y a pas des personnes comme vous qui agissez, tout simplement, elles sont en dehors de la vision commune. L'autre mot que je voudrais dire, c'est que votre remarque, je ne vais pas me prononcer sur la situation et les mouvements qui, au nom de valeurs corses, rejettent la solidarité ou la fraternité que vous mettez en œuvre. Mais je voudrais juste dire que ce n'est pas du tout un cas isolé et qu'au contraire, ce que vous exprimez ou la menace que vous voyez sur les actions de solidarité, elle est très forte, très prégnante, et je crois qu'elle est vraiment au cœur du moment politique dans lequel on est. Parce qu'on interprète souvent des formes de rejet, des formes de populisme, comme une manière de donner congé à toute une tradition humaniste, solidaire, qui fait la grandeur de nos sociétés. Et moi, j'ai une lecture complètement différente, et c'est vraiment ce qui m'a poussé à écrire ce livre, L'avenir confisqué, c'était d'essayer de comprendre quelle est la racine, quel est le terreau d'une partie des mouvements de renfermement, le Brexit au Royaume-Uni, l'élection de Donald Trump en 2016, par exemple, aux États-Unis, mais bon, ça nous renvoie à des événements très, très récents. Aussi, la montée d'un certain nombre de partis qui se construisent d'abord et avant tout comme des forces anti-immigration en France. C'est que toutes ces forces, en fait, proposent quelque chose qui est une reprise de contrôle sur son destin par l'exclusion des autres. Et c'est quand même quelque chose qui est une forme de réponse. À titre personnel, je dénonce, précisément pour les raisons que vous évoquez, c'est de la fermeture. Mais il faut quand même comprendre que ce sont des réponses vis-à-vis de ce grand délitement, de cette grande insécurité qui frappe de très très larges parties de la population. Et donc le cas que vous évoquez, il n'est pas du tout isolé. Il n'est pas du tout isolé. Et à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, ce qu'on voit se jouer,
c'est une forme d'attirance ou de retour vers une protection qui, en fait, vise à sécuriser les nationaux au détriment de toutes celles et ceux qui pourraient venir chercher asile, protection, prospérité dans nos pays. Et c'est à mes yeux, c'est une illusion dangereuse. C'est une illusion et c'est dangereux. C'est une illusion parce que nos sociétés ne seront pas fermées. Ça n'est pas vrai pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales et de valeurs, j'espère. C'est une illusion. Et c'est une illusion dangereuse parce qu'elle va produire des effets d'exclusion, d'enfermement et des situations qui sont absolument intenables. Alors là, je vais mettre une seconde une casquette institutionnelle en tant que président du CNLE, donc ce conseil que j'évoquais tout à l'heure, avec des personnes concernées qui sont directement impliquées, parce qu'elles sont la moitié des membres. On a fait face à des projets de réforme, par exemple sur l'immigration. Et là, pour le coup, les choses étaient très simples. C'est de dire, si vous opérez des restrictions trop fortes des droits des personnes à la santé, et plus fondamentalement, en réalité, c'est l'hébergement. Ce qu'il y avait derrière cette loi, c'était empêcher l'accès des personnes sans papier au centre d'hébergement. C'était ça l'enjeu. Si vous faites ça, ces personnes, et on le voit malheureusement chaque jour dans l'actualité, malheureusement parce que c'est aussi du théâtre politique qui se confronte à la réalité. Là, on n'est plus chez les bisounours. En fait, ces personnes, vous ne pourrez pas les sortir du pays, du territoire. Ça ne marche pas. Vous n'avez pas de convention bilatérale avec les pays tiers. Ça ne marchera pas, donc c'est du cirque. Mais c'est du cirque dangereux parce que ça entretient la population dans le sentiment qu'on peut se débarrasser du problème et que le mal est en dehors de nous. Voilà ce que je pense de votre... Juste pour 3 points. Le premier, l'immigration. On a besoin de l'immigration. Tous les chefs d'entreprise disent qu'on a besoin de l'immigrer parce qu'il y a un certain nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus. Donc il y a nécessité d'avoir l'immigration. Le deuxième point, c'est la couverture maladie universelle. Elle coûte 800 millions d'euros. Si on supprime la CMU, il est clair, toutes les études l'ont montré, ça va nous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. C'est l'objectif de prévention par rapport au fait de supprimer. Et le troisième point, c'est un chiffre, c'est 17. 17 millions de Français ont au moins un ascendant, un grand-parent étranger. Tout est dit. Nous avions évoqué ce sujet-là, mais les sujets sont corrélés et d'où, dans l'analyse prospective, la nécessité de ne pas travailler en tuyau d'orgue uniquement sur la démographie, uniquement sur la pauvreté, uniquement sur les nouvelles technologies. On voit bien que dans les scénarios que nous aurons à produire dans les mois qui viennent, l'ensemble de ces dimensions interagissent et s'hybrident, bien évidemment. Qui d'autre souhaite intervenir? Oui, madame. Bonjour, docteur Pancraz, je m'occupe d'une association qui s'appelle Gérontopole di Corsica, et donc qui a été créée dans le but d'aider les politiques publiques à s'adapter au vieillissement, à la transition démographique vers un vieillissement de la population. M. Bassot a montré à quel point nous étions dans une situation un peu compliquée en Corse, puisque nous avons une région très vieillissante qui est corrélée à une précarité, on va dire monétaire, mais beaucoup liée à l'habitat et à l'isolement qui est lié à la géographie même de la Corse, puisque les 2/3 des personnes qui ont plus de 75 ans vivent dans le rural. Donc on ne peut pas faire l'économie quand on est dans un outil comme le mien, de ne pas croiser les deux données qui sont vieillissement et précarité, sans aller vers la grande précarité que vous savez beaucoup mieux gérer dans les associations. Mais je pense que dans le cadre de la précarité qui est celle un peu invisible et pas encore reconnue
du point de vue des représentations dans notre société, hein, qui la met un peu de côté, qui est celle de cette pauvreté dans les communes, notamment rurales. Il n'y a pas que... Je suis moins pessimiste que François. Je pense qu'il y a aussi des choses positives qui sont faites. On est en train de faire une grande enquête sur toutes les communes de Corse et on voit apparaître quand même une ingénierie spontanée intéressante autour de l'habitat, de la mobilité, de ressources de repérage, parce que c'est les points clés, hein, repérer l'isolement, avoir des parcours, comme tu citais, d'urgence, pas que d'urgence santé, mais aussi d'urgence sociale. Et un point fort qui est peut-être de travailler sur d'autres formes d'habitat, qui pourraient être, dans le rural notamment, plus inclusives et plus partagées. Je terminerai sur un point qui me paraît important, c'est quand on voyait les cartes que présentait M. Basso, on voyait bien que la majorité des personnes précaires se trouvaient en Haute-Corse et que la majorité des personnes âgées se trouvaient aussi en Haute-Corse. Et moi, je voudrais appuyer sur un point, mais je pense que monsieur le maire ne me contredira pas. L'hôpital, c'est le point d'entrée, la rencontre avec la santé de beaucoup de personnes âgées et de beaucoup de personnes précaires. C'est leur médecin traitant, souvent, parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant ou ils renoncent aux soins. Donc, en Haute-Corse, il est vraiment important que nous n'ayons pas à l'horizon de 10 ou 20 ans un hôpital de qualité, mais beaucoup plus vite. Et je pense que ça, c'est une mobilisation qui peut-être n'est pas assez rentrée dans les représentations et qu'il faudrait vraiment aider nos politiques à pousser cette démarche, parce que l'hôpital, c'est le point d'entrée pour la santé et même pour des démarches de prévention pour les personnes précaires et âgées. Oui, nous avions évoqué la question du gérontopôle lorsque nous avons fait la conférence sur le vieillissement. Et puis dernièrement, il y a eu aussi un vote sur la question de l'autonomie. Voilà, la prise en compte et l'aide en matière d'autonomie des personnes âgées. Mais autonomie, ça ne veut pas dire seul dans un coin. Hein. Voilà, c'est en lien avec les autres, parce que moi, je crois aussi beaucoup à la question du lien qui me paraît essentielle. D'autres interventions? Oui. Allez-y, Monsieur Labande-Giuliani, membre, entre autres, de l'Assemblée Adia Juventud. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour ces interventions véritablement passionnantes et nous pensons absolument essentielles, qu'on n'entend pas assez malheureusement dans le débat public en Corse. Je suis Lisandro Labande-Giuliani pour le collectif Juventud di Manca. Nous avons rédigé, vous l'avez mentionné en introduction, un rapport qui traite de la pauvreté des enfants dans l'île. C'est quelque chose que vous avez mentionné. C'est un quart des enfants en Corse qui aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté. Et quand on prend en compte les différences de prix entre la Corse et le continent, en fait, ce seuil monétaire, il cache presque peut-être un tiers des enfants qui, aujourd'hui, dans notre île, sont pauvres. Et bien, vous avez raison de préciser que ce sont les personnes qui feront la Corse de 2050. Donc pour nous, ça doit être quelque chose d'absolument obsédant pour les politiques publiques, cet enjeu essentiel. Je ne rentrerai pas dans les détails du rapport, mais on aimerait pouvoir vous le remettre et puis aussi pouvoir en discuter avec les personnes qui sont intéressées. Deux messages clés. Premièrement, la pauvreté, vous l'avez dit, ce n'est pas une fatalité. Il faut aussi, c'est peut-être un truisme, c'est peut-être quelque chose d'évident à dire, mais il nous semble indispensable de politiser cette pauvreté, pas au sens partisan, mais au sens de la lecture de la société qui en est faite. S'il y a des gens qui sont très pauvres en Corse, c'est parce qu'il y a des gens qui sont très riches. La vision est peut-être binaire, mais la valeur ajoutée qui est produite en Corse est captée par une très petite minorité de familles qui détiennent l'économie, avec une économie résidentielle tournée vers le tourisme, et des emplois très précaires, des emplois aussi particulièrement saisonniers, vous l'avez souligné. En ce qui concerne ce rapport, nous, on a voulu faire à la fois un état des lieux des différentes données publiques que l'on avait sur la pauvreté, mais aussi de l'état des services publics, en particulier parce que ça fait partie de la pauvreté et les services publics sont bien le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, nous pensons, en particulier en ce qui concerne l'éducation notamment, et les différentes, aussi l'aide sociale à l'enfance, hein, qui est un vrai sujet en Corse. Mais pour être très bref, notre message, c'est de dire qu'il y a aussi des solutions, des mesures politiques qui peuvent être prises au niveau de la collectivité de Corse, au niveau des mairies, évidemment au niveau de l'État.
même si dans l'ensemble, l'État ne prend pas la direction d'une protection de la pauvreté à l'échelle nationale, ça c'est assez évident. Ce que nous voulons souligner, c'est que, en plus d'être particulièrement pauvre, la Corse est sous-dotée en termes de services publics. Je vous prends un seul chiffre, mais il nous manque 2000 places en crèche. C'est-à-dire, si l'on compare en termes de places pour 100 habitants, pour 100 enfants, en termes d'assistants maternels et en crèche, la Corse est bien moins dotée que le continent, en termes de 50% de moins. Et donc, il faudrait créer 2000 places en crèche pour pouvoir avoir les mêmes taux que sur le continent. Ce n'est qu'un exemple. Nous pensons aussi qu'à l'échelle municipale, il serait possible de fournir davantage de moyens aux écoles pour avoir une véritable école gratuite et qui permette à terme une émancipation aussi par l'école. Voilà, je ne serai pas plus long, peut-être que je passerai la parole à certains de mes collègues qui auraient des questions un petit peu plus précises, si ça ne vous dérange pas. Merci. Merci. Je voudrais juste, avant de leur passer la parole, je voudrais juste préciser que le rapport est d'excellente facture, si je puis me permettre, et qui mérite vraiment d'être lu. Je vous en prie. Léa, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci pour tous ces éléments qui nous apportent voilà, un recul qui est très important. Alors je suis Léa Ferrandi, je fais partie de l'Assemblée Dia Juventud et également du collectif Juventud di Manca. Et à la vie civile, je dirais, je suis aussi salarié d'une association qui aide les personnes handicapées dans la réalisation de leurs projets de vie. Alors moi, j'avais plusieurs questions et j'avais aussi un point à soulever sur la question du handicap. Je vais commencer par celui-ci. En Corse, donc, il y a une personne sur 10 qui est handicapée. Ça peut aller d'un handicap de naissance, un handicap qui est arrivé durant la vie, à du handicap lié à la vieillesse, par exemple. Et si on monte aux personnes qui aident les personnes handicapées, donc ce qu'on appelle les aidants, la famille, une personne sur 5 en Corse est concernée de près ou de loin par le handicap. Or, le handicap, aujourd'hui, c'est un facteur de pauvreté à proprement parler. Parce qu'une personne qui est handicapée, outre le fait qu'elle n'a pas accès au même choix de vie que tout le monde, sur la formation, sur le fait de pouvoir s'émanciper, gagner de l'argent, gagner un salaire correct, est obligée souvent de faire des choix qui sont coûteux pour avoir un mode de vie, donc du matériel pour pouvoir se déplacer, du matériel pour pouvoir vivre sainement son handicap. Et également, le handicap, en fait, empêche ces personnes donc, de s'émanciper, mais aujourd'hui n'est pas du tout, ou presque pas, pris en compte dans la société, notamment en Corse. Hein. On le voit sur le fait qu'on n'a pas des endroits où les personnes peuvent circuler normalement, ou le fait que les personnes handicapées sont très peu représentées dans la société. Et il y a un autre versant qui est pour le coup le versant administratif, c'est qu'aujourd'hui, le handicap, c'est un des parents pauvres des coupes sociales que l'on connaît, c'est-à-dire que tout ce qui est, toutes les personnes qui soumettent un dossier pour avoir un certain taux de handicap et avoir certaines aides, en général, sont mises au taux le plus bas pour avoir une limite, être dans la limite pour ne pas avoir ces aides. Donc en l'occurrence, l'allocation adulte handicapé, l'allocation enfant handicapé, etc. Donc le handicap, c'est un point dans la pauvreté qui est extrêmement important. Voilà, donc de ce côté-là, je souhaitais juste faire cette précision-là. J'avais une question de manière générale, pas forcément sur le handicap, mais sur les prestations sociales. J'ai pu entendre, et ça je voudrais du coup que vous me le confirmiez, qu'en Corse, on est parmi les endroits où les prestations sociales sont le moins demandées. Quand on sait aujourd'hui que certaines caisses sont bénéficiaires du fait de ces non-demandes, donc on peut avoir le RSA, on peut avoir certaines allocations qui fait que les personnes ne les demandent pas, soit par ignorance de leur existence ou du fait qu'elles sont légitimes à les avoir, soit aussi par fierté. C'est-à-dire qu'en Corse, on connaît tous des gens qui, par fierté, ne vont pas aller demander certaines aides, ne vont pas aller au Resto du Cœur, etc. Ce qui certes gardent leur fierté, mais ne les aident pas à sortir de la pauvreté. Donc moi, ma question, tout d'abord, c'est est-ce que vous avez des informations sur ces chiffres et qu'est-ce que vous pensez du fait de donner ces aides directement aux personnes sans qu'elles aient à les demander via un système d'attribution automatique ?
Ouais, merci beaucoup. Je te redirai un mot. Je pense que je vais passer la parole au maire ensuite, assez rapidement, en faisant juste une incise. Mais vous dites des choses fondamentales, hein, et je voudrais juste, sur la première intervention, dire que la société, et donc moi je vous remercie pour votre engagement sur cette question de la pauvreté des enfants et des jeunes, la société a beaucoup de mal à la reconnaître, cette pauvreté, qui n'est pas vraiment reconnue comme une pauvreté réelle, parce que au fond, c'est des jeunes et donc ils ont l'avenir devant eux, alors qu'en réalité, c'est marquant sur l'ensemble du cycle de vie, et vous avez raison d'insister là-dessus et de le politiser, parce qu'on n'a pas l'action qui correspond à la réalité des chiffres sur la pauvreté des enfants ou la pauvreté des jeunes, qui sont un peu considérés, sauf en période Covid, quand on se rend compte que les étudiants n'ont pas à manger, sinon, finalement, ça passe dans la toile du quotidien et c'est très difficile d'y sensibiliser. Peut-être pour des raisons électorales aussi, par ailleurs, mais je ferme cette parenthèse. L'autre point que vous avez évoqué, c'est fondamental, parce que ça permet aussi d'avoir un peu un point, je ne dirais pas de dialogue, mais entre une approche qui dit il faut que la pauvreté, ce soit le chantier de priorité de rang 1 des pouvoirs publics aujourd'hui. Et moi, je le pense, c'est pour ça que je m'exprime sur ce sujet, et en même temps de dire, voilà, il y a des actions locales, ponctuelles, encouragées par l'État, et sur lesquelles il faut capitaliser. Vous avez évoqué la question du non-recours. Alors, on n'a pas de statistiques sur le non-recours au niveau local. Donc, on ne peut pas répondre est-ce que c'est plus en Corse qu'ailleurs. Peut-être que l'INSEE a des éléments, mais le non-recours n'est pas mesuré au niveau local. Par contre, le non-recours, il est énorme sur les prestations. On le sait. Et pour toutes les raisons que vous avez évoquées, manque d'information, stigmatisation, la honte. Et de ce point de vue-là, moi, je voudrais vraiment saluer l'initiative qui a été prise de manière très précurseur par la ville et le CCAS de Bastia sur l'expérimentation territoire zéro non-recours, où vraiment il y avait au début 3 territoires, à Paris, à Vénissieux et à Bastia, qui se sont saisis de cette question de manière, encore une fois, expérimentale, précurseur, et avec l'idée, là pour le coup à Bastia, d'avoir vraiment zéro non-recours, c'est-à-dire d'aller regarder en systématique, 100% accès. Et je préfère qu'on dise 100% accès au droit, parce que ça souligne la responsabilité de la collectivité. Donc je trouve très intéressant de vous entendre sur cette question, bien sûr, mais je pense que c'est aussi important politiquement d'angler sur le non-recours, parce que c'est un récit de la pauvreté qui est tellement différent de dire il y a des aides, et pour toutes les raisons que vous avez évoquées, les personnes qui pourraient y prétendre ne les demandent pas. C'est trop coûteux en termes souvent identitaires ou de dignité, et donc on préfère ne pas y aller. Et donc raconter cette histoire-là, c'est une histoire complètement différente de celle qui est racontée parfois, souvent, sur les aides aux prestations sociales. Mais donc vraiment là-dessus, l'engagement de la ville, du CCAS, est absolument remarquable. Donc peut-être le plus simple, c'est de vous donner la parole, monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, avant peut-être de donner la parole à Laetitia Damian, qui est assistante sociale et qui est elle sur le terrain et qui va à la rencontre des gens, dire que oui, depuis 2021, c'est ça, on a répondu à un appel à projet. On a fait partie des 3 premières communes en France, les 3 communes qui ont expérimenté le dispositif territoire zéro non-recours au droit. On a tellement eu de mal à comprendre ce que ça voulait dire qu'on a dit peut-être que 100% accès au droit, ça va plus parler aux gens. Et je crois que c'est le cas. Donc depuis 2021, il y a des assistantes sociales qui travaillent. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes et ça montre le fait qu'il y a un petit peu de honte, mais il y a surtout de la peur. Les gens, quand on leur envoie un courrier, en général, dans ces quartiers-là, ils n'ouvrent pas le courrier parce que en général, les courriers, ils n'annoncent jamais de bonnes nouvelles. Donc on a commencé par le courrier, ensuite on a téléphoné et ensuite on a été tapé à la porte. On a dit on va aller vers avant de faire venir. Aujourd'hui, on n'a pas fait tous les quartiers de Bastia, parce que Bastia, c'est quand même, on l'a vu, on dit 11 100 personnes qui vivent en quartier prioritaire, sur 48 000. Ajaccio, c'est 5 800 sur 72 000. Ce qui montre le degré de pauvreté qu'on peut rencontrer à Bastia, pauvreté galopante, parce que malgré toutes les actions, ça augmente tous les jours. Alors la question qui a été posée par M. Laban, c'est comment la Corse peut-elle produire autant de riches et en même temps autant de pauvres? Peut-être qu'il n'y a pas de lien, mais moi je pense qu'il y en a un. Donc il faut peut-être qu'on réfléchisse à comment on répartit ces richesses,
Madame la Présidente. Je crois que ça fait partie de... Je sais que vous êtes engagé là-dessus. Et ensuite de dire que le travail qui a été fait, on a commencé par les quartiers prioritaires, surtout la cité des monts, des lacs et des arbres, vous savez, la fameuse cité où il y a un projet de rénovation urbaine, Paese Novo aussi. Et là, on va par des cercles concentriques aller sur tous les quartiers. Là, en ce moment, on fait le centre ancien. Ici, nous sommes, on n'imagine pas que quand on monte dans les ruelles de Bastia, du Vieux-Port à l'Estadelle, on est un quartier prioritaire. Nous sommes un quartier prioritaire. Et quartier prioritaire, on le sait, c'est 80% des gens en Corse n'habitent pas en quartier prioritaire, mais relèvent du quartier prioritaire. On peut l'étendre à Bastia aussi. Ce qui veut dire qu'à Bastia, il n'y a pas 11 100 personnes qui vivent avec moins de 11 000 euros par an. Il y en a peut-être 15 000 sur 48 000. Ce qui veut dire que la nécessité de travailler avec ce dispositif de 100% accès au droit, ça a donné des résultats incroyables. Est-ce que Laetitia veut donner quelques chiffres ou pas et d'expliquer ce qu'on rencontre surtout comme besoin et combien vous avez changé de vie, je crois, à Bastia depuis 2021. C'est essentiel. Donc moi, en tant qu'assistante sociale, je peux apporter un éclairage qui est un éclairage de terrain. C'est vrai que, comme disait Monsieur le maire, on a commencé en 2021 à se poser la question du non-recours, en fait, et à se demander comment on allait pouvoir intervenir sur ces personnes qui sont complètement invisibles des guichets institutionnels. Donc tout d'abord, on a défini un périmètre géographique en relevant le défi de contacter 100% des habitants en fait, qui habitaient dans ces quartiers sud, puisque la première étape a été la cité des monts, des lacs, des arbres de la cité Aurore. Et on s'est posé la question comment on va toucher ces personnes et comment on va les informer sur leurs droits. Et donc on est passé par ces étapes, comme disait M. Saville, en fait, c'est-à-dire envoyer un courrier en disant qu'on était à la disposition de ces personnes pour les informer. Ceux qui ne répondaient pas au courrier, on leur a téléphoné, on a expliqué notre démarche et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de personnes intéressées. Donc sur la cité des monts, des lacs, des arbres, on a contacté 100% des personnes, ce qui est quand même, ça nous a pas rendu peu fiers. Et on a ouvert 383 droits. Donc c'est quand même pas mal. Ces 383 droits ont servi à améliorer le pouvoir d'achat de certains habitants bastiais. Et là, on continue la démarche sur le centre ancien en essayant d'adapter la méthode d'aller vers au territoire. Puisque l'avantage qu'on avait sur les quartiers sud, c'est d'avoir un listing de personnes locataires qui étaient des habitants de résidence office HLM. Là, le quartier ancien, on relève un autre défi, c'est d'aller vers des personnes qui sont dans des logements privés. Parfois, on ne connaît pas le propriétaire. On ne connaît pas le propriétaire, on ne connaît pas les conditions de vie de ces personnes. Et donc, c'est ce qu'on va découvrir, je pense, dans les prochains mois. Et on va essayer, là aussi, de contacter 100%. Là, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Mais on espère le faire quand même, puisqu'on ne part pas perdant. Sinon, ça ne sert à rien de faire ça. Et on espère avoir des résultats satisfaisants sur le centre ancien de la ville. Voilà. Et quand on dit que dans le centre ancien, il n'y a pas de logements sociaux, c'est-à-dire que quand on est dans un logement privé, le loyer est souvent plus élevé et la précarité est encore plus importante. Voilà. Et oui, parc privé. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est une expérience. Enfin, c'est plus un dispositif aujourd'hui, c'est plus une expérimentation, hein, puisque notre volonté, c'est de le répandre sur l'ensemble de la ville et sur l'ensemble de la communauté d'agglomération. Juste sur le handicap, moi je me présente, je suis Joseph Saville, je suis élu à la collectivité de Corse et je préside la CDAPH, qui est la commission des droits, qui réunit un certain nombre d'acteurs et en particulier le monde associatif et les représentants des associations des handicapés. Il a été dit tout à l'heure quelque chose, et je ne voudrais pas quand même qu'on puisse laisser entendre que la Commission des droits a des impératifs d'ordre économique. Ce n'est pas vrai. Les situations, elles font l'objet d'une instruction.
en plus une instruction pour ce qui est de la MDPH de Corse. On a les délais parmi les plus courts de France, hein, ce qui nous conduit même des fois à avoir du tourisme un peu, des dossiers, notamment sur les Français établis à l'étranger. Ils choisissent très régulièrement la MDPH de Corse parce que les délais de traitement sont très courts. Et à titre d'exemple, je sais que en termes de prestations de compensation du handicap, de PCH, on fait partie des commissions qui attribuent le plus facilement, et on a des chiffres qui sont quand même très conséquents. Et cette commission, c'est vraiment la commission des usagers, c'est-à-dire que si demain il venait y avoir une contestation, elle ferait l'objet de toute façon d'un traitement par la commission, et la commission est souveraine. Mais les décisions qui sont rendues par les commissions, elles le sont à l'issue donc d'une instruction. La plupart des demandes qui concernent l'ouverture de droits, et notamment les AH, pour ne citer que cette partie-là, et les PCH, font l'objet d'un traitement par des médecins, par des visites d'assistantes sociales, et on a un taux de contestation qui est extrêmement faible. Donc c'est peut-être une perception, mais les décisions, elles nous semblent être prises de façon factuelle, étayée par des dossiers. Et effectivement, on a une volumétrie qui est énorme. On a jusqu'à 300 demandes par commission, donc par mois, et on dissocie les enfants des adultes. Et on a un nombre de dossiers sur les enfants qui sont absolument jamais constatés jusqu'à présent, hein, avec des difficultés même de diagnostic. On parle de précarité. La précarité numérique, quelque part, elle ferait du bien parce qu'on est en train à peine de mesurer maintenant l'impact des écrans sur les troubles de l'attention, etc. Donc il y a vraiment et les troubles de l'apprentissage. Donc il y a une équipe de professionnels et il y a cette commission qui partage les dossiers avec les associations. Donc ce n'est pas une commission qui prend des décisions sur un prisme économique, vraiment. C'est vraiment une commission d'accès au droit. Voilà. Merci Joseph pour ces précisions. Juste un point, Léa. Alors, moi j'ai le chiffre, je ne m'en souviens plus là, mais le chiffre concernant le non-recours au droit à l'échelle régionale, nous l'avions demandé. Je sais que c'est très difficile de l'avoir au niveau local. Dans le cadre des discussions de Beauvau, et l'inspecteur général des affaires sociales, l'IGAS, nous l'avait livré. Donc, je vais le retrouver et je vous le transmettrai. Et évidemment, eux-mêmes avaient été surpris parce que personne ne s'interroge à l'échelle régionale concernant ces non-recours, si ce n'est effectivement les communes, hein, à l'échelle des régions. Et on avait demandé un point social. La donnée, monsieur le directeur, l'INSEE le sait, j'avais un prof qui m'avait expliqué que la donnée, elle existe toujours quelque part. Hein. On dit il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de chiffres. Non, non. Les chiffres, ils sont forcément quelque part. C'est comme en archéologie, il faut creuser, il faut chercher. Les chiffres, ils sont. Et il nous avait fait un topo sur le plan social du point de vue purement statistique. Et il y a le chiffre, et donc je vous le transmettrai sans problème. Évidemment, le taux de recours est beaucoup plus bas qu'est-ce qu'il y a, que ce qu'on peut avoir au niveau national. Ils étaient eux-mêmes surpris d'ailleurs. Hein. Il y a une forme de paradoxe parce qu'il y a tous les indicateurs en rouge, ou presque, sur le plan social et sociétal, quels que soient les indicateurs. Et là, pour le coup, pas de recours. Donc, et ça, c'est un des paradoxes de notre situation. Et malheureusement, ce n'est pas le seul. Alors, j'ai vu une main se lever. Je crois que c'est l'ADEME. Oui, je vous en prie. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci à tous. Moi aussi, je me joins aux remerciements pour les éléments que vous avez partagés, qui sont très, très instructifs. J'avais envie de partager aussi avec vous, bien sûr, le rôle de la transition écologique dans ces transformations qu'on va aborder ensemble, en fait, et qui font notre futur, nos futurs, parmi lesquels il va falloir qu'on choisisse. Il y a des enjeux à dessiner ces sociétés du futur. C'est pour ça que je suis avec plaisir avec vous, Madame la Présidente, dans tous ces travaux, parce qu'on voit dans les travaux que l'ADEME a fait il y a 3 ans maintenant, de prospective, de projection des différentes sociétés qui peuvent nous promettre un monde plus équitable, plus équilibré dans le futur et en 2050, puisque c'est l'horizon courant de travail aujourd'hui. On a travaillé différentes sociétés qui permettent d'atteindre des objectifs. Et on s'aperçoit que les sociétés qui ont le plus de chances, les options qui ont le plus de chances de réussir
et d'emmener tout le monde, c'est quand même des sociétés vers lesquelles on est assez naturellement, nous humains, branchés, c'est-à-dire des sociétés qui sont un peu plus attentives, collaboratives, que des sociétés qui sont uniquement technologiques, où on se cache derrière nos ordinateurs, nos téléphones, et on trouve des solutions miracles pour répondre à tous nos problèmes. Et je pense que c'est aussi ça ce qu'il faut qu'on arrive à poser, construire ici en Corse, pour la Corse, pour les Corses. C'est quel est cet avenir, quelles sont ces trajectoires vers lesquelles on veut aller, parce qu'il y a des efforts à faire, il y a des efforts de tout le monde, de chacun, mais il y a des efforts des acteurs économiques, il y a un rôle politique bien sûr très fort, mais il y a aussi il va falloir arriver à entraîner les acteurs économiques. Alors on parlait de ceux qui gagnent beaucoup par rapport à ceux qui gagnent peu, bien sûr, mais on a aussi des enjeux à recréer, à faire venir en Corse un certain nombre d'acteurs économiques pour donner des opportunités, parce qu'une partie de la sortie de la pauvreté passera par du travail qu'on arrivera à offrir. La formation viendra aussi avec les opportunités de trouver du travail. Donc les acteurs de la formation seront plus riches et plus forts quand on arrivera à attirer ces acteurs économiques. Donc il y a vraiment tout un enjeu aussi à réussir, à intéresser les acteurs économiques à venir. Monsieur Duvaux travaille avec nos collègues du siège de l'ADEME sur un certain nombre d'analyses socio-économiques et de ces transitions, de ces futurs possibles. Et vraiment, je pense que c'est un des enjeux forts, c'est d'arriver à dessiner ensemble ce futur vers lequel on veut emmener, la société corse veut aller. Et c'est à travers ces récits d'un futur qu'on arrivera aussi à se transformer. C'est pas juste en se disant il y a des choses qui vont mal, bon, ben, on sait pas comment faire, ou on ne sait qu'attendre le futur. Je pense aussi beaucoup à l'image qu'on va réussir à construire ensemble et qui va construire ce récit, qui va construire notre histoire du futur. J'ai une question. Profiter de la présence de M. Duvaux. Au vu de l'importance du problème, que pensez-vous de l'idée de créer un ministère entièrement dédié à la lutte contre la pauvreté, d'autant que je trouve que vous feriez un excellent ministre? Alors, pas de plus. Je vais rebondir sur la transition écologique d'abord, sur un terrain plus confortable, même s'il est très difficile. Oui, non, je voulais juste, en termes de prospective, c'est vraiment très important. Et là, pour le coup, effectivement, le CNLE a publié un rapport l'an dernier, co-dirigé avec l'ADEME. Et donc, on est ravis de cette collaboration, parce que la transition écologique, et pour un territoire comme la Corse, c'est vraiment fondamental quand on réfléchit à la pauvreté d'avoir cette question-là à l'esprit, pour 3 raisons. La première, c'est que les plus pauvres sont les premières victimes du dérèglement climatique. Pourquoi? Pour des raisons très simples. C'est que vous avez des logements qui sont mal isolés, et la pauvreté, qui était un problème de grand froid, est en train de devenir un problème de grand chaud, avec des bouilloires thermiques dans les quartiers de la politique de la ville qui sont insupportables. Et donc j'imagine que votre territoire est très très exposé à cette inégalité sociale dans les effets du dérèglement climatique. Première chose. Deuxième chose, en plus, c'est une question d'injustice, parce que les plus pauvres sont les moins émetteurs. La débrouille, le recyclage, les stratégies de survie, ça fait que les plus modestes sont les moins contributeurs, beaucoup moins que les plus aisés, que les plus riches. Donc ça, il y a aussi un enjeu d'équilibre et de proportion des efforts. Et le troisième point, qui était celui qui intéressait le CNLE et l'ADEME, c'était de souligner ce paradoxe qui est quand même là pour le coup terrible en termes d'action publique, c'est que les plus pauvres sont les moins émetteurs de CO2. Alors là, je vais juste vous demander une seconde d'attention, c'est un tout petit peu complexe, mais c'est complètement en ligne avec ce qui a été dit par l'INSEE tout à l'heure. Si vous regardez la structure du budget d'un ménage pauvre, alors il est moins émetteur parce qu'il est moins riche et que donc il consomme moins, il voyage moins que quelqu'un qui est aisé. Mais par contre, par euro, chaque euro qu'il va consommer, qu'il va dépenser, est plus carboné que l'euro d'un ménage aisé. Pourquoi? Parce que les postes les plus émetteurs, logement, énergie,
alimentation, transport sont plus importants en proportion. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on continue à faire la transition telle qu'on l'a conçue, c'est-à-dire en renchérissant le carbone de manière un peu aveugle aux inégalités sociales, spatiales, à la dépendance à la voiture thermique, c'est pas un petit sujet, je pense, ici, eh bien, en fait, on va dans le mur. On met les gens dans des situations où ils ne pourront pas entrer dans la transition et ils seront laissés de côté de ce grand mouvement qui, on l'espère, va continuer à redéfinir la société. Donc, tout notre objet, c'était de dire, identifions cette espèce d'injustice écologique globale qui tient aussi à la nature de la transition qu'on est en train de construire. Et là, pour le coup, de manière beaucoup plus optimiste, c'était de se dire, cette question de la transition, c'est vraiment celle sur laquelle on peut embarquer la société, les pouvoirs publics, pour définir un seuil de vie décente vers lequel on doit ramener les plus aisés, les plus modestes, pardon. On doit les rapprocher de la satisfaction des besoins fondamentaux. Et en même temps, il faut ramener les plus aisés vers ce seuil, ce qui veut dire choisir aussi, arbitrer sur ce qu'on laisse aux uns et aux autres, enfin redistribuer, faire des choix politiques, pour le dire très simplement. Et là-dessus, on est très heureux que l'ADEME ait adopté une définition de la transition juste, pas grâce à nous, mais en dialogue avec nous. L'ADEME disait, la transition juste, c'est moins mais mieux pour tout le monde. Okay. Et puis peut-être grâce à la fréquentation du CNLE au cours des dernières années, l'ADEME, elle dit maintenant la chose suivante. Elle dit, la transition juste, c'est quoi? C'est plus et mieux pour les plus modestes et moins mais mieux pour les plus aisés. Ça veut dire qu'on va différencier les efforts. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'enfin, on accepte de dire, il y a des sujets politiques qu'il faut faire rentrer dès lors qu'on va s'intéresser à cette question climatique. Donc moi, je crois que là, on a fait un pas intellectuel majeur pour arriver à se dire, attention, on pourrait laisser les plus modestes, qui sont les victimes, qui sont les moins responsables, à côté de la transition si on continue à faire comme ça. Et vous allez dire, oui, mais ça, c'est à des grandes orientations. Les Gilets jaunes, ça a commencé comme ça. C'était ça, les Gilets jaunes. Et ça, vous le savez, je pense très bien, il y a un second marché carbone qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2027. Renchérissement des prix, transport, logement. Et là, pour le coup, 2027, ce n'est pas n'importe quelle année en France, ça veut dire que les factures d'énergie des ménages vont augmenter brutalement quelques mois avant l'élection présidentielle. Moi, j'essaye de convaincre, alors j'essaie surtout de ne pas convaincre qui que ce soit de me nommer quoi que ce soit, je suis très heureux à la présidence du CNLE, c'est déjà beaucoup pour moi, mais par contre, de dire au pouvoir public, vous avez là une occasion qu'il ne faut absolument pas rater, de réconcilier ces deux questions, parce que si on fait rentrer ce second marché carbone en vigueur, et moi je le souhaite, sans repenser le modèle de société, sans imaginer une forme de solidarité, de redistribution exigeante et concrète pour les gens, alors on va politiquement dans le mur quelques mois après. C'est une évidence. Et je veux dire, ma difficulté, je ne veux pas parler d'incapacité parce que je ne suis pas fataliste, mais la difficulté à convaincre de ce mur social, écologique et politique qui nous attend demain, début 2027, c'est demain matin, voilà, m'interpelle et me rend perplexe. Mais donc, je suis pour un ministère de la refonte du pacte social autour d'un contrat écologique de transition solidaire. Bien, il est 20h30. C'est passé très vite parce que, évidemment, c'était passionnant. Merci à nos trois invités. Juste un mot, merci à l'équipe, mon cabinet qui a contribué au montage de cette séquence. Merci à ceux qui sont venus. Vous l'avez bien compris, cette question de la pauvreté, elle est de la pauvreté, des inégalités dont on a un peu moins parlé, mais des inégalités, elle est essentiellement
connectée, reliée, corrélée, articulée à d'autres dimensions, que ce soit le changement climatique, la question économique, la question des transports dont on a peu parlé, mais l'Assemblée adjointe avait travaillé sur la mobilité, les difficultés de mobilité des étudiants, parce qu'avoir une voiture, etc., aujourd'hui, ça devient un produit de luxe, contrairement à ce qu'on peut penser généralement ici. Bref, toutes ces dimensions sont interconnectées, interreliées, et je ne pensais pas, il y a 3 ans, lorsqu'à l'Assemblée de Corse, nous avions lancé la question du lab, qu'on serait confronté aujourd'hui, comme vous l'avez dit, à un mur qui est en train de se rapprocher en Corse comme ailleurs. Et nous croyons à l'abri, parce que nous sommes dans une île, mais pas du tout. Les grandes transformations à l'œuvre dans le monde aujourd'hui vont nous impacter et vont nous impacter de manière d'autant plus violente que nous sommes une économie insulaire avec une monoactivité, quasiment une monoactivité touristique, des difficultés et des dangers aussi liés aux mécanismes d'appauvrissement aussi sur le plan intellectuel et autres. Les niveaux d'éducation, le niveau d'éducation est un des plus bas, le taux de diplomation est un des plus bas aussi de métropole, et tout cela alimente aussi le phénomène de pauvreté. Donc on est vraiment à un tournant, et il est essentiel qu'au-delà de regarder le problème qu'on a sous les yeux, qu'il faut traiter bien sûr, mais qu'on se projette pour voir comment les choses peuvent se passer et surtout qu'on corrige le tir tous ensemble. En tout cas, soyez convaincus les uns et les autres que nous sommes évidemment au travail pour une société corse pas plus riche. La question de la richesse, pour moi, elle n'est pas monétaire, d'accord ? Mais plus riche sur le plan humain, plus inclusive, indiscutablement, plus équitable et à tout niveau, que ce soit sur le plan aussi environnemental comme sur le plan numérique, et nous y œuvrons tous les jours. Merci à tous de votre présence, merci Monsieur le maire à nouveau, et merci à nos contributeurs. A ringraziare a tutti. Et on va boire le pot de l'amitié et un peu plus aussi si vous avez un peu faim. Merci.